J'étais venu il y a 10 ans parler d'une autre panthéonisation et à chaque fois que le président de la République, ce qui est un acte qui est à la limite de l'acte princier, puisqu'il est seul à discuter, et à discuter avec lui-même, à dire qui doit entrer au Panthéon, ce qui n'est pas un acte extraordinairement républicain quand on y réfléchit, et que l'on est du côté de la République que Marc Bloch a connue, que Jules Mock ou Jean Zay ont connue, c'est-à-dire la République parlementaire. Donc cette pratique est une pratique héritée d'une culture politique monarchique, et néanmoins l'occasion de se poser deux questions. La première, c'est à quoi sert le Panthéon? Ce n'est pas une évidence qu'il y ait comme ça un lieu de mémoire qui dise ou qui porte un récit du commun. Et donc la personne qui est choisie pour entrer au Panthéon entre ici, selon la célèbre formule de Malraux à propos de Jean Moulin en 1964. D'abord la question de l'utilité du Panthéon. Mona Ozouf, qui est une de nos grandes historiennes, vous savez, je l'imagine, mais sinon vous aurez la chance de découvrir la façon dont elle écrit et ce qu'elle écrit, en particulier son formidable petit livre qui s'appelle Composition française. Mona Ozouf parle de l'école normale supérieure des morts. Elle n'était pas très enthousiaste, sa génération. Mona Ozouf, c'est quelqu'un qui a 90 ans, comme Michel Perrault. Elles sont des comparses de l'école normale, d'ailleurs, supérieure. Ce sont deux Sévriennes. Mais Mona Ozouf n'était pas d'une génération qui aimait la panthéonisation, qui l'appréciait, jusqu'au moment où quelqu'un dont elle connaissait la famille, Pierre Brossolette, a été en 2015 dans les tuyaux pour rentrer au Panthéon. Et à ce moment-là, elle a fait campagne aussi pour lui. Ce que je veux dire par là, c'est que le Panthéon nous traverse. En tant que groupe constitué de mémoire, et pour savoir à quoi peut bien servir ces personnes qu'on fait entrer au Panthéon, quel est leur usage collectif et à quel type de modèle ils correspondent. Et à chaque fois que quelqu'un est désigné pour entrer au Panthéon, la question se repose de savoir s'il nous aide à mieux habiter notre présent, à partir de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils incarnent. Alors ici, on pourrait commencer en reprenant une formule que Marc Bloch lui-même, dont je vais évidemment beaucoup parler ce soir, a utilisé au début d'un livre publié de façon posthume. Il y a deux livres importants de Marc Bloch publiés de façon posthume, Les Tranches des Fêtes, sur lesquels je reviendrai, mais aussi Apologie pour l'histoire ou le métier d'historien. Et au début de l'Apologie pour l'histoire, qui est donc publié en 1949 par Lucien Febvre, un autre historien dont je reparlerai, professeur au Collège de France à cette époque-là. Eh bien, au début de l'Apologie pour l'histoire ou le métier d'historien, il y a la formule suivante. Dis papa, explique-moi à quoi sert l'histoire. Donc, aujourd'hui, on va se poser la double question de à quoi sert l'histoire et à quoi sert de mettre un historien au Panthéon. Parce que l'originalité de Marc Bloch dans la théorie, dans la suite des personnes qui sont entrées au Panthéon, c'est d'être le premier des historiens à y entrer. Ce n'était pas une obligation, il n'y aurait pas de raison spéciale à ce qu'on fasse entrer au Panthéon des historiens ou des historiennes, mais lui, il est quand même le premier. Et il se trouve qu'il était déjà, de fait, au Panthéon des historiennes et des historiens français. Sauf qu'il n'y est pas arrivé tout de suite, et on verra ça dans un premier temps. Il y a une histoire de la mémoire de Marc Bloch par laquelle on va commencer, parce qu'il faut aller, pour tout bon objet d'histoire, qu'il soit au Panthéon ou pas, il faut commencer par aller de la mémoire à l'histoire, pour pratiquer une assez bonne histoire, en tout cas une histoire qui ne soit pas oublieuse du fait que Clio est fille de Mnémosyne, bien sûr. L'histoire est la fille de la mémoire, mais surtout que pour arriver à faire l'histoire dans son temps, et le temps de Marc Bloch, c'est celui des deux guerres mondiales, on reviendra abondamment, bien pour faire l'histoire dans son temps, il faut se préoccuper de tous les écrans de mémoire qui se sont constitués, la façon dont les mémoires se sont parfois enchâssées les unes aux autres, de façon pas si cohérente que ça, on le verra pour Marc Bloch. Donc, Marc Bloch est le premier historien à entrer au Panthéon. Il était déjà au Panthéon des historiens. Et on se placera à partir de la mémoire pour voir à quel grand récit du commun cela nous conduit. On pourrait commencer par remarquer, ou par se dire, que justement,
au départ, après la mort de Marc Bloch, qui intervient le 16 juin 1944, d'où la date du 16 juin 2026, pour faire entrer au Panthéon Marc Bloch, eh bien, après sa mort, certes, il est connu chez les historiens, mais pas tant que ça. Surtout Lucien Febvre, qui est l'homme avec lequel il a fondé en 1929 la Revue des Annales. Pour l'honorer, il va y avoir un temps fin des années 40, c'est assez classique. Et puis, il disparaît quand même un peu, jusqu'à ce que, malgré les publications de L'étrange défaite dès 1946, puis l'apologie donc pour l'histoire dès 1949, ces livres n'ont pas, à cette époque-là, un écho très fort. Il va y avoir, en revanche, à partir du moment où l'école marxiste d'histoire progresse, il va y avoir un retour en quelque sorte chez les historiens uniquement. La mémoire a d'abord été une mémoire historienne, d'abord chez les historiens. Il va y avoir le fait que les marxistes font de Marc Bloch un des leurs, ou du moins un de leurs ancêtres communs. On va dire comme ça, pourquoi? Parce que le projet des Annales, par exemple, c'est un projet de passer d'une histoire politique positiviste, celle de Charles Seignobos, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, à une histoire économique et sociale, voilà, ouverte à la sociologie, etc. Dès lors, plaçant l'économique et le social en infrastructure de ce que les historiens doivent travailler, il était reconnu comme marxiste, même si lui-même ne s'est jamais positionné comme historien marxiste de toute sa carrière, même interrompue comme elle le fut, vous le savez maintenant, pendant la guerre. Il n'empêche que la première reconnaissance va venir de ce marxisme historien, ce qui a assuré, peut-être plus tôt qu'en France, un succès de la mémoire et de la lecture, surtout de Marc Bloch, à l'étranger. Il est par exemple fort lu en Angleterre, dans l'école, par exemple, de la revue Past and Present, qui est une des revues importantes historiques à l'époque, qui est la revue des historiens britanniques marxistes. Et là, il est connu, il est reconnu. Il est connu aussi et reconnu au-delà de l'Angleterre. On va le trouver en Amérique latine aussi, comme étant reconnu, et en Europe de l'Est, puisque ce marxisme-là attribuait à Marc Bloch le fait reconnaître comme un des historiens de référence. Il y a une seconde, donc vous voyez, une première lignée de reconnaissance du Marc Bloch historien, c'est celle du marxisme. Il y en a une autre, c'est par le biais de sa judéité. Marc Bloch est effectivement issu lui-même d'une famille juive, effectivement, et il a été en particulier identifié par une historienne, la première à faire sa biographie, une historienne américaine qui s'appelait Carol Fink, F-I-N-K, en 1989. C'est la première biographie intellectuelle, historienne de Bloch, qui insiste sur sa judéité, et il va devenir une figure de référence des historiens juifs américains. Par exemple, je trouve que Nathalie Zemon Davis, très grande historienne américaine, considère que Marc Bloch est le plus grand historien du XXe siècle. Donc en quelque sorte, la reconnaissance de Bloch, bien sûr qu'elle est française. Je ne vais pas vous raconter que les historiens français, particulièrement les médiévistes, ne connaissaient pas Marc Bloch. Il était connu. Mais le fait qu'il devienne peu à peu une figure importante, voire cruciale, dans l'histoire de l'histoire, ça s'est passé du côté marxiste un peu à l'étranger et du côté aussi américain sur la base dont je viens de vous parler. Et ce qui va contribuer à installer en France aussi Marc Bloch comme une figure de référence, c'est la réédition de deux œuvres majeures. La première à être rééditée, alors je vais un peu avancer dans mes quand même, et puis je reviendrai là-dessus. La première à être rééditée, c'est Les Rois Thaumaturges. En plus, dans la très glorieuse collection, très, très, très belle collection Bibliothèque des Histoires, avec une préface de Jacques Le Goff. Donc, on a affaire à une très belle publication. On est en 1983. Vous voyez, donc, le retour de Marc Bloch se fait avec les années 80. Parce qu'à la fin des années 80, c'est en 1990, c'est L'étrange défaite qui va être publié avec une préface, cette fois-ci, d'un Britannique, ça surprendra personne, d'après ce que je vous ai dit, Stanley Hoffman, qui est un très grand historien de la France, étranger de la France, Hoffman. Et donc, entre 83 et 90,
au moment où je suis moi-même, je rentre à l'université à Toulouse, Le Mirail, en 1981, c'est le plein moment de redécouverte de Bloch. Et c'est pas un hasard. Dans ces années 80, moi c'est Pierre Laborie qui me le donne à lire, puisque je suis élève de Pierre Laborie, qui était un historien né dans le Lot, mais qui est un historien d'abord toulousain, puis qui a fini sa carrière à l'EHESS à Paris. Eh bien, la résurgence, quelque chose, pas la résurgence, le fait que Marc Bloch devienne une figure de référence et tutélaire du monde des historiens, c'est qu'il va conjuguer deux choses qui font de lui cette figure de référence pour les historiens, dans le monde des historiens. La première chose, c'est il correspond à une révolution épistémologique de l'histoire avec la création des annales. Donc, du point de vue scientifique, c'est un rénovateur de la science historique avec Lucien Febvre, et ça s'installe et s'impose pleinement après la seconde génération des annales, c'est-à-dire celle de Fernand Braudel. Mais on se rappelle qu'avant Braudel, il y a Febvre et Bloch, donc on remonte d'un cran et on redonne la paternité pleine et entière à Febvre et à Bloch de ce qui était attribué beaucoup à Braudel. Et puis l'autre chose, et ça c'est nouveau effectivement, et ça va correspondre aussi aux relectures de Vichy, bien sûr, à partir des travaux de Paxton, comme vous le savez, et corrélativement dans la vie politique française à partir du début, en 85, de la montée en puissance du Rassemblement du Front National, eh bien, c'est la redécouverte de Marc Bloch comme étant un historien du très contemporain. Un historien de la Seconde Guerre mondiale, par son témoignage de 1940, c'est comme ça qu'il l'avait appelé, et qui a porté le titre, très beau titre, inventé par Lucien Febvre, il ne titrait pas de Marc Bloch, le titre de L'étrange défaite. Et la republication en 1990 en poche de L'étrange défaite correspond à ce moment de l'histoire politique collective française où on se met à repenser la défaite et Vichy, parce qu'on est face à un retour d'un politique qui va puiser dans le maurassisme, les succès, et qui va réarmer le populisme en France. Bon. Donc, Bloch, il est à la fois l'homme qui révolutionne l'histoire. Nous sommes tous peu ou prou quand on fait de l'histoire, même les contemporanéistes. Nous sommes des enfants de la révolution des annales, incontestablement, on va voir pourquoi. Et puis, nous sommes des contemporains de la relecture de Bloch, parce qu'il nous aide à comprendre la défaite et tous les abandons, toutes les lâchetés contre lesquelles on aimerait bien s'engager. Et puis, il y a la dernière dimension, et pas la moindre, celle pour laquelle en grande partie il entre au Panthéon, bien sûr, c'est que c'est un résistant, je trouve, c'est un homme qui s'engage, et qui s'engage jusqu'au martyr, puisqu'il est assassiné donc, par la milice, donc en juin 1944. On a là, d'emblée, lorsqu'on plante le décor, en allant de la mémoire à l'histoire, on voit qu'il y a une histoire de la redécouverte par la réédition de Marc Bloch, mais c'est pas parce qu'on le réédite, on le réédite parce qu'il est à nouveau non seulement audible, mais il correspond aux réponses que nous attendons, enfin en tout cas que nous cherchons, à partir des questions du présent. Rien, je pense, ne serait plus lié au parcours intellectuel de Bloch que le fait que c'est bien le présent qui pose des questions au passé. Alors que ça, c'est une de ses grandes trouvailles, enfin des grandes avancées, c'est dans son propos de chercheur. On pourrait bien sûr, en s'amusant avec une histoire événementielle, puisque Marc Bloch est quelqu'un qui, avec Lucien Febvre et toute la génération des annales, trouvait que l'histoire ne devait pas être une histoire événement par événement, ne pas être événementielle, quand même, on ne peut pas ne pas poser le personnage, après avoir travaillé de la mémoire à l'histoire. Occupons-nous un petit peu de sa vie, même brièvement, pour ce qui est de la présenter date par date. Il aurait non pas détesté, c'est pas la question, mais c'est pas sa façon de faire de l'histoire, vous avez bien compris. Mais quand on regarde ces dates, ce qui est intéressant, et je les ai assortis de photographies que j'espère parlantes. Alors, d'abord à gauche, Marc Bloch, c'est l'homme d'une forme de dynastie. On est dans ces familles. Son père était professeur à la Sorbonne d'histoire romaine. Il avait d'ailleurs formé Jérôme Carcopino. Ce sera important pour Marc Bloch durant la Seconde Guerre mondiale parce que Carcopino sera ministre de l'éducation de Vichy. Il va contribuer à une partie
de ce qui s'est passé pour Marc Bloch et les siens pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est le fils donc, de Gustave Bloch, et c'est une famille de la bourgeoisie, qui est une bourgeoisie du diplôme, bourgeoisie intellectuelle. Hein. Le fils, qui est Marc Bloch, là, qui est sur les genoux de sa maman, il va être un brillant élève, il fait l'école normale supérieure, il est 3e à l'agrégation d'histoire, donc le parcours universitaire lui est ouvert, et puis survient la guerre. Hein, vous l'avez devant ce qu'il appelle, c'est son appareil photo, hein, en fait, c'est des photos qui viennent du fonds Marc Bloch, qui ont été en particulier rassemblées, commentées par Annette Becker dans ce formidable livre Marc Bloch, l'histoire, la guerre, la résistance, qui regroupe les textes de Marc Bloch. C'est pas un livre d'Annette Becker, c'est un livre qu'Annette Becker a conçu avec Étienne Bloch, hein, le fils disparu désormais de Marc Bloch, et donc il contient énormément de documents, et si vous voulez lire du Marc Bloch, allez là-dedans, vous aurez tous ces grands livres, formidablement commentés par Annette Becker, et des photos. Et parmi ces photos, il y a toute une série de photos pendant la Première Guerre mondiale qui a considérablement marqué Marc Bloch. C'est-à-dire qu'au départ, il est un universitaire classique, fils d'universitaire, si vous voulez, brillant certes, mais qui fait une histoire du Moyen-Âge assez classique. Et puis intervient la guerre, et là, les choses changent, à la fois dans sa pratique de l'histoire médiévale, mais aussi, dès cette époque-là, par le fait qu'il va s'intéresser à analyser un historien le temps présent qu'il vit. Et il va produire un texte, je vais vous le montrer tout à l'heure, qui est un texte sur le rôle des rumeurs pendant la guerre. Donc tout ce qui est du côté du bourrage de crâne, et il va l'analyser un historien, mais un historien qui veut convoquer, et qui convoque d'ailleurs, la psychologie sociale, donc ouverture à d'autres sciences humaines et sociales, et donc tout change de fait avec la guerre. C'est la thèse d'Annette Becker, mais elle se tient remarquablement, et là il est en photo devant son gourbi, comme il l'appelait. Il va être blessé, il fait une très belle guerre, comme c'est l'expression évidemment canonique. Il est copain, hein, pas de guerre, etc. C'est vraiment, il devient capitaine, c'est un soldat, il devient officier, donc pendant cette Première Guerre mondiale. Il a des états de service absolument remarquables. Il fait partie de ces anciens combattants de l'entre-deux-guerres qui sont jeunes et qui ont une mémoire très profonde de la guerre. Il va d'ailleurs il va participer dans l'entre-deux-guerres, sous le coup de cette expérience aussi, à la rédaction d'un manuel franco-allemand. En tout cas, il a tenté d'œuvrer, mais il faut être deux, hein, et à partir de l'arrivée au pouvoir du nazisme, il n'y a que les Français qui veulent produire des textes et des manuels, en particulier d'éducation, qui soient franco-allemands. Donc il a cette action-là, il est un homme de son temps, mais la guerre le change profondément. À deux niveaux, hein, ce que j'ai signalé être dès le début son originalité dans la tribu historienne. Hein, révolution scientifique, en convoquant les matières voisines, hein, et codex, et deux, ne pas hésiter à faire de l'histoire à propos du très contemporain et de ce qu'on vit. C'est aussi un objet d'histoire que l'on peut convoquer, et à condition d'y aller avec des questions et des problèmes. On reviendra sur l'histoire problème, c'est des grands éléments de nouveauté des annales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire sans mettre à jour d'abord les questions que le présent pose au passé. Et dès lors, si c'est le présent qui pose des questions au présent, elles peuvent être aussi des questions d'histoire. Ça ne pose pas problème, au contraire, il faut s'ouvrir à ça. C'est une génération qui va le pratiquer. Hein. On peut penser aussi à Jules Isaac, pour d'autres raisons, et on convoquera Jules Isaac plus loin. Donc, dans cette chronologie, la Première Guerre mondiale est essentielle. L'entre-deux-guerres le voit parcourir un cursus honorum qui serait quasi parfait s'il n'était pas refusé au Collège de France. Malgré le soutien de Lucien Febvre en 1936, donc il va cette fois-ci arriver à la Sorbonne après un passage où naissent d'ailleurs tous ses enfants et sa famille. Vous avez d'ailleurs sa fille aînée et lui-même lors d'une excursion en 1934 en Suisse. C'était un randonneur. Je sais qu'ici il y a des randonneurs en nombre. Et donc Bloch était aussi un randonneur dans les Alpes suisses. Et donc il est à Strasbourg comme maître de conférence, puis il devient professeur à la Sorbonne en 1936 et 38. Voilà. Donc ça, son cursus honorum est parfait du côté universitaire, je répète, ne manquerait que le Collège de France, mais c'est une vie qui par ailleurs n'est pas marquée
Vous voyez, dans cette chronologie, vous ne trouveriez pas d'engagement politique, d'encartement, etc. Certes, il signe dès 1934-35, à l'appel du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, l'appel en 1935 qui s'intitule « Aux travailleurs hein, », AUX, aux travailleurs. Donc, c'est un homme de gauche, incontestablement, mais sa gauche est une gauche qui est celle d'un socialisme modéré, et on retrouvera ça d'ailleurs dans la Résistance, puisqu'il fera partie du mouvement franc-tireur. Et franc-tireur à Lyon, c'est l'idéologie politique qui anime franc-tireur, hein, c'est une idéologie de socialisme modéré. Il est très démocrate, très républicain, mais disons que le maximum de son socialisme, ce serait le socialisme démocratique de Jaurès, et encore sans la Révolution, enfin, pas forcément avec la Révolution, d'accord? Ce qui n'est pas franchement jaurésien, on est d'accord. Mais cette courte, cette brève périodisation insiste, vous avez bien compris, sur la guerre. Je n'ai pas encore, où j'ai évoqué les effets de la Seconde Guerre mondiale, mais on verra combien quand même, cet homme qui a 6 enfants, qui est installé dans la vie, c'est peu de le dire, hein, il est un notable universitaire qui a 53 ans quand la guerre commence, va s'engager comme capitaine dans l'armée française en 1939 et va ensuite en 1943 rentrer dans la résistance. Il faut se rétro-projeter, hein, ça n'a rien d'une évidence à ces âges-là, après le parcours et dans la situation où il est, hein, de s'engager dans une unité combattante. Marc Bloch se définit comme étant lui-même un combattant, lorsqu'il parle de sa présence aux armées. Et puis, c'est une autre façon d'être combattant, on y reviendra bien sûr, que d'être résistant. Alors, son succès actuel, évidemment, avec la panthéonisation est considérable. Ça entraîne la parution dès le mois de septembre 2025 de ce numéro de la revue d'Histoire. Je me situe quand même, je suis moi-même correspondant de la revue, mais je n'ai pas d'action en fait. Mais je trouve ce numéro remarquable. Je me permets de vous le signaler. Et vous voyez, ici, puisque nous sommes dans ce premier temps où je m'occupe de l'historien qu'il fut, on a les deux hommes, Bloch et Febvre, en photo, qui vont avoir une amitié qui n'est pas exempte de quelques tensions, hein, des tensions autour de la revue des Annales qu'ils ont fondée donc, en 1929, des tensions qu'on pourrait signaler à deux moments, un moment où effectivement l'entrée de Bloch au Collège de France ne se fait pas, et donc une tension entre les deux hommes sur le fait que aurait-il suffisamment soutenu l'autre, etc. Et puis surtout pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, Febvre veut absolument que les Annales continuent à apparaître, et donc il demande à Bloch que son nom n'apparaisse pas parce qu'il est trop juif. Il y a des échanges de courriers entre les deux. Bloch finit par s'effacer, on va dire, pour le bien de la revue, mais évidemment, et il va écrire avec le surnom de Fougère, parce que c'est à Fougère, dans la commune de Fougère, qu'il a sa maison de famille. Alors, cet historien, vous le voyez, qu'est-ce que c'est que la révolution des Annales? Parce que faire entrer un historien au Panthéon, c'est aussi, alors dans la période actuelle où la science est aussi menacée quand même, il y a des vents mauvais, comme on parlait, hélas, comme le maréchal Pétain. Mais donc il y a des vents mauvais qui viennent d'outre-Atlantique, hein, sur le fait de la contestation de la science comme, comment dire ça, comme support structurant de la démocratie. Hein. La démocratie est basée sur la notion de justice, bien sûr, mais aussi de vérité. Hein. Rappelons-nous plutôt de l'affaire Dreyfus. Hein. Or, dans ce principe et dans cette pratique de la vérité, la démarche scientifique est essentielle. Hein, s'il y a bien quelque chose qui est au cœur de la démarche scientifique, c'est ce combat, quasiment, hein, d'ailleurs, pour, avec les meilleurs moyens possibles, les protocoles les plus perfectibles possibles, etc., les travaux les plus rigoureux, vérifiés par les pairs, discutés par les pairs, que l'on puisse mener, que l'on peut mener, eh ben, c'est d'aboutir, évidemment, à donner des récits vrais quand on est historien, par exemple. C'est là que le rapport à la vérité se niche. Hein. C'est bien un récit, mais c'est un récit vrai, le plus possible vrai, en tout cas, en fonction des conditions de la recherche au moment où on le produit. Très bien. Or, l'avancée scientifique que produisent Febvre, qui a 8 ans de plus hein, que Bloch, qui est un genre un peu
patron à ce moment-là dans la production de l'histoire. Elle est résumée ici en 4 points, plus celui que j'ai déjà évoqué, mais que je reprendrai à la fin. Donc, la place prépondérante de l'histoire économique et sociale. Oui, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ce qu'il appelle parfois l'histoire événementielle, c'est-à-dire une histoire très ou trop politique de son point de vue. La succession des rois, il est médiéviste, ne peut pas suffire à faire l'histoire du Moyen-Âge. Loin de là, il faut aller se demander la façon dont matériellement les paysans cultivent. Et le voilà dans des champs aussi, à connaître combien un épi de blé peut porter, qu'est-ce qui a été comme révolution dans le fait de passer à 5, 10 ou 15 grains de blé par épi, etc., etc. Donc des choses très matérielles, mais qui conditionnent évidemment la vie des gens qui nous ont précédés, et qui permet de comprendre aussi à la fois les tensions, mais aussi le quotidien de ceux qui forment cette civilisation matérielle. Donc place prépondérante de l'histoire économique et sociale, une histoire problème qui vise à formuler de nouvelles questions et à défricher de nouveaux objets. Alors histoire problème, c'est fondamental. C'est-à-dire que, et on le retrouve dans la dissertation, même si la dissertation peut apparaître un objet totalement rhétorique, non. Ce qu'on appelle problématique, pour les historiens, c'est à ce moment-là que poser une question devient essentiel pour valider justement scientifiquement les résultats que l'on obtient. Il faut être au clair avec les questions que l'on pose. Mais pourquoi être au clair? Parce que, et là je rajoute quelque chose à ce qui est écrit, c'est que pour Marc Bloch, c'est toujours le présent qui pose des questions au passé. Et le présent doit être absolument conscient de cela, et donc se demander quelles questions il pose au passé. Et ne pas imaginer que, comme la génération des positivistes auparavant, que le passé est déjà toujours là. Et qu'il suffit de mettre à jour des documents pour que ces documents parlent tout seuls et qu'on en tire des faits qui fournissent des leçons. Pour Bloch, il n'y a pas de fait qui ne soit pas issu de la question qu'on lui pose depuis le présent. Et ce renversement de la perspective, c'est une révolution épistémologique. D'accord ? Et elle est extrêmement profonde jusqu'à nos jours. On est tous des enfants de Bloch et de Febvre. Quand on fait de l'histoire, on met d'abord à jour les questions. On a ensuite poussé un peu plus loin le curseur. Avec la génération de Pierre Nora, on s'est posé la question des égo-histoires, c'est-à-dire de savoir d'où est-ce qu'on posait les questions. Et donc, on a entrepris chez les historiens, vous savez ou vous ne savez pas, mais pour soutenir une thèse, une HDR, donc une habilitation à diriger des travaux de recherche, il y a une partie de la HDR qui s'appelle un essai d'égo-histoire, et où vous devez expliquer pourquoi vous faites cette histoire-là. Par exemple, moi qui m'intéresse à l'histoire au départ et avant tout de l'école, et de l'éducation et de l'instruction, il faut expliquer pourquoi on en est à cette histoire-là, quel est le rôle de la grand-mère qui est institutrice, et pas pour raconter sa vie, mais pour permettre de situer les questions que l'on pose au passé. Et ça nous vient de là. C'est parce que l'histoire est désormais identifiée comme une histoire problème, c'est-à-dire une histoire qui part des questions que le présent pose au passé, que dans les annales, et par la suite les historiens qui vont travailler effectivement à essayer de produire des récits vrais, commencent toujours par faire ce que Febvre appelait le dossier historiographique. Quand vous saisissez un objet historique, vous faites d'abord un dossier historiographique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été dit avant vous, mais pas simplement qu'est-ce qui a été dit, c'est le dossier des questions qui ont été posées avant vous, autant que celles des réponses qui ont pu être apportées avant vous. Donc on peut reprendre des objets qui ont déjà été travaillés parce qu'on leur pose de nouvelles questions, et lorsqu'on leur pose de nouvelles questions. Et l'aboutissement idéal d'une thèse à l'histoire, je ne parle pas pour les autres matières, c'est qu'à la fin de votre travail de recherche, non seulement vous apportez des réponses, mais vous avez apporté des questions nouvelles. Et que ces questions nouvelles vont faire progresser la science. Ça, c'est vraiment une révolution. Un dialogue interdisciplinaire entre l'histoire et les sciences sociales, par l'exemple et par le fait. Bloch est un très grand lecteur. Alors, c'est un homme qui, dans les annales, produit des comptes rendus, mais par milliers. Parfois même, il ne les signe pas, il prend Fougère comme pseudonyme, mais surtout, c'est un lecteur, lui et Lucien Febvre, c'est un lecteur formidable, et ils vont voir à côté. Alors, il se trouve qu'à côté, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, l'invention de la sociologie. Il est dans le deuxième âge, il y a l'âge d'Urkheim avant, mais il est normalien quand la sociologie est en train de s'inventer, et donc il se nourrit de ces nouvelles lectures, mais il va dialoguer avec les anthropologues, les sociologues, Marcel Mauss par exemple,
ou Albar, hein, etc. Donc il lit les économistes. Et puis il les lit en allemand, en italien, etc., en anglais. Donc c'est cette circulation d'esprit, c'est un intellectuel remarquable, hein, ça personne ne peut en douter, mais ça le porte, et ça va le porter aussi à réfléchir le temps présent, une fois de plus. Parce qu'il va dialoguer avec des sciences humaines et sociales qui ne sont pas spécialistes de l'évolution des sociétés dans le temps, mais qui vont s'occuper des sociétés contemporaines, au moment même, ou alors dans d'autres espaces, pour ce qui est des ethnologues et des anthropologues. Et puis, le dernier point qui est là, c'est une attention à la recherche internationale, hein, à l'échange scientifique. Ah oui, ce que Marc Bloch réintroduit, ça avait pu exister avant, mais lui, il le fait de façon systématisée, c'est aussi une histoire comparée. Par exemple, il s'intéresse évidemment les grands objets de médiévistes de Bloch, avant les rois thaumaturges, et après, c'est la société rurale, hein, et en particulier le passage de l'esclavage au servage. De l'esclavage au servage, pardon. Donc la constitution des structures féodales, hein, des sociétés occidentales, et pour ça, il va voir ce qui se passe en Allemagne, il va voir ce qui se passe en Angleterre, et il compare. Et c'est pas simplement l'objet de colloque, mais c'est lui-même qui va lire et qui va fournir et fourbir des synthèses, qui sont des synthèses avec respiration internationale de la science. En ce sens-là aussi, c'est un pionnier, et les annales vont l'être. Alors, lorsqu'on va chercher la méthode de Marc Bloch, il n'écrit pas de texte de son vivant, mais il était en train d'en rédiger un lorsque la Seconde Guerre mondiale survient. Ce texte, encore une fois, c'est Lucien Febvre qui lui donne le titre, c'est Apologie pour l'histoire ou métier d'historien. C'est un texte inabouti, le final c'est des plans détaillés plutôt, mais qui est plein, qui est d'une richesse incroyable. Et alors j'ai dit le Bloch tel qu'il le parle, parce que de fait, la génération des annales a critiqué ses pairs, que je dis ses pairs, c'est ses pairs avec un accent grave et pas haï, hein. C'est-à-dire ceux qui l'ont formé, ceux qui les ont formés, des gens qui s'appelaient Seignobos ou Langlois. Et Langlois et Seignobos avaient, en 1898, publié une initiation aux sciences historiques, hein, qui est le livre de la méthode avant les annales, qui condense en fait toutes les méthodes de l'histoire positiviste, en particulier l'analyse de texte, critique interne, externe, enfin, qui est très, très solide, hein, ce texte-là. Mais Febvre et lui lui ont tiré dessus à boulet rouge. Oui, ils ont la plume extrêmement acide, en fait, acérée plutôt. Et ils avaient fait un compte-rendu qui s'appelait Langlois tel qu'on le parle. C'est pour ça que j'ai mis le Bloch tel qu'il le parle lorsqu'on pense aussi. Parce que là c'est sa méthode, et sa méthode, je ne suis pas là pour l'exposer, hein, mais disons, vous voyez, il donne un exemple à propos de l'influence du présent, cette fois-ci, l'influence négative, lorsque le présent influence l'écriture de l'histoire. Donc, les questions sont bien du présent vers le passé, mais c'est au passé de répondre. C'est au passé, tel qu'on peut le retrouver à travers les traces qu'il a laissées. Et donc là, il prend le cas de Robespierre. Il dit, bon, il y a les pros, c'est l'époque du grand affrontement, enfin, à partir de la fin 19e, début 20e, entre ceux qui condamnent Robespierre et ceux qui, au contraire, en font le modèle et le héros. Il dit, mais non, mais dites-moi, qui fut Robespierre? Dites-nous qui fut Robespierre. Et non pas ni héros ni anti-héros, c'est pas la question. N'ajoutez pas une lecture qui soit d'ordre de la morale politique, hein, à ce qu'a été le... Mais dites-nous qui il était. C'est-à-dire d'où il vient, son milieu, ses influences, ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu écrire, et pas si on doit être pour ou contre. Parce que ça, c'est la pire des questions qu'on puisse poser en histoire, c'est-à-dire le mot-clé dans l'apologie et le mot-clé de la méthode de Bloch, c'est un verbe d'action, c'est comprendre, qu'il oppose à juger. Et tout découle pour lui de ça. Dites-nous quel fut Robespierre, c'est comment... En vous lisant, je peux comprendre. Et comment vous avez compris qui était Robespierre. Non pas, ne vous mettez pas au tribunal de l'histoire. Donc les leçons de l'histoire, ça n'a pas de sens. S'il s'agit de juger ce qui fut fait ou la façon dont tel ou un autre a réagi. Alors je comprends, c'est d'un intérêt politique puissant. Mais c'est d'abord de la science historique qui permet d'avoir cet intérêt politique puissant. Ça, c'est le cœur, hein, de cette méthode, et qu'il applique, vous le voyez, c'est à gauche,
à un article 1921, il sort juste de la guerre, qui s'appelle Les fausses nouvelles de la guerre. C'est publié dans la revue des études historiques donc en 1921. Et c'est son premier article. On est bien avant, enfin, on est une guerre avant l'étrange défaite. Et c'est un article qui est très important parce que l'étrange défaite, vous voyez, c'est un témoignage à chaud, une lucidité d'analyse, etc. Mais c'est pas le déploiement d'une méthode historique. Enfin, là, ce que fait Bloch, et le début du texte est très intéressant pour ça, il dit combien, si on veut comprendre ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre, à propos des rumeurs qui circulaient, vous connaissez parmi ces rumeurs, les balles allemandes étaient tellement mal faites qu'elles traversaient les corps français sans les blesser, par exemple. C'est partie des bobards, alors qu'ils sont crus, pas crus. La plupart du temps, sur le bobard comme ça, c'est pas cru, parce qu'ils vont sur le front, je veux dire. Les balles allemandes sur le front, on sait parfaitement que ça tue, ou ça blesse et gravement. Mais il y en a d'autres. Il y a des rumeurs, il raconte des rumeurs qu'il entend venues de la cantine, les cantines qui circulent, et par exemple, il analyse les vecteurs de la rumeur, en prenant l'exemple de la topographie des tranchées. Et des tranchées, première ligne, deuxième ligne, etc. Comment la rumeur circule d'un point à un autre. Donc il fait une cartographie, une géographie, mais qui est une géographie aussi sociale et mentale. Qui porte la rumeur, par où parvient-elle, est-ce qu'elle passe plutôt par les gradés ou par les subalternes, etc. Donc il fait toute une analyse forte pour arriver à dire qu'on a besoin des autres sciences sociales telles que la psychologie sociale pour comprendre et pour faire de la bonne histoire, et en particulier ce qu'il dit et qui est puissamment intéressant, je pense ensuite aux travaux sur l'opinion de Jean-Jacques Becker pour la Première Guerre mondiale ou de Pierre Laborie pour la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il dit au fond qu'une rumeur ne prend vie, enfin, ne prend chair socialement, c'est-à-dire ne devient partagée, partageable, que lorsque les imaginaires y étaient déjà préparés. C'est-à-dire qu'en fait, pour que quelque chose qui paraît tellement absurde 3-4 ans après puisse avoir été cru ou tenu pour vrai, il fallait qu'il y ait déjà les imaginaires susceptibles de l'accueillir. Alors ça, à l'heure actuelle ou comme à d'autres époques, on sait très très bien que les victoires, par exemple, de ce qu'on appellerait de nos jours des complotismes, ce sont des défaites culturelles au préalable. C'est-à-dire que c'est pas magique. Le succès de telle ou telle fake news qui fonctionne, c'est qu'auparavant, il y avait les cadres mentaux d'acceptation comme vrai de ce qui allait être dit. Et donc nous invite Marc Bloch, il faut faire l'histoire des représentations, il faut faire l'histoire de l'imaginaire social, des imaginaires sociaux, sans quoi on ne comprend rien au comportement. C'est pas l'histoire des idées du tout, c'est l'histoire des imaginaires sociaux pour pouvoir comprendre comment les comportements se déploient, alors qu'ils paraissent totalement absurdes ou irrationnels. De fait, ils puisent leur logique, leur acceptabilité dans la fabrique des imaginaires préalables. Et ça, c'est 1921, c'est quand même comme article, c'est impeccable en termes de description de la façon dont la rumeur a circulé au front pendant la Première Guerre mondiale, ça marche très très bien, mais en plus, c'est riche de lectures futures, bien sûr. Donc, vous comprenez bien pourquoi Bloch, c'est le patron, comme dit Valérie Hanin dans l'éditorial de l'histoire. C'est le patron, c'est notre patron, au sens des historiens. Pour autant, c'est pas ça qui en a fait le succès, je veux dire, dans la société, enfin, en tout cas, suffisamment fort dans les milieux politiques y compris, pour qu'Emmanuel Macron décide d'en faire quelqu'un qui entre au Panthéon. Bien sûr, il faut, pour le comprendre, entrer et aller plus avant dans ce qu'est la guerre. Et la guerre commence, pour lui, par l'engagement, vous savez. Je vous l'ai déjà dit, vous savez ce que je vous l'ai dit, pardon. Donc en 1939, il redevient capitaine de l'armée française. Il est pris dans la drôle de guerre. Il va être évacué vers l'Angleterre par Dunkerque. Il revient ensuite en France auprès des siens. Il est confronté donc à la défaite. Il faut bien voir que la défaite, c'est un gouffre pour tous les Français. Et tous les intellectuels, ou presque, ont cherché à la comprendre assez rapidement. Et d'ailleurs, l'étrange défaite me fait penser, parce que, évidemment, c'est un livre que j'ai beaucoup fréquenté, à Souvenir et solitude de Jean Zay, qui, lui aussi, va penser à la défaite. Il faut absolument penser la défaite avec un E
pour pouvoir penser le présent avec un A. Si on veut habiter le présent, il faut comprendre, se donner les éléments de compréhension de la défaite. L'étrange défaite, le titre est magnifique, mais c'est pas celui de Bloch, une fois de plus, il est de Febvre, c'était examen de conscience d'un témoin. Plutôt, il avait plusieurs titres possibles. Il y a le mot de témoin et d'examen de conscience qui sont convoqués. Alors, l'étrange défaite est un livre formidable. Alors, j'avoue que comme étudiant dans les années 80, quand on le lit, et même quand on le lit de nos jours, là, on est absolument frappé par une forme de lucidité. C'est écrit au moment même. Hein, parce que, il enterre le manuscrit à Fougères parce qu'il planque évidemment ça sera retrouvé plus tard, etc. Bon, même si, et de façon très intéressante, dans la revue, Michel Vinocq se demande quand même s'il n'est pas un peu victime dans ce texte d'un syndrome d'hypercausalité. C'est-à-dire que pour Vinocq, le texte est un peu trop déterministe. Hein, dans l'analyse de Bloch, mais qui est une analyse à chaud, je répète, hein, tout conduit à la défaite. Et c'est pas très école des annales, ça. Le fait d'être surdéterminé par ce que l'on sait de la suite. C'est le crime. Febvre et Bloch identifient deux crimes de lèse-histoire, pour le dire comme ça, de péchés majeurs. C'est l'anachronisme, mais c'est aussi la téléologie. Hein. C'est-à-dire la téléologie, c'est-à-dire le fait de se placer à partir de ce qu'on sait pour raconter l'histoire de ce qui était avant, comme devant fatalement aboutir à ce qui s'est passé. C'est une forme de fatalisation de l'histoire, et là c'est vrai que pour Vinocq, pour Michel Vinocq, là, dans L'étrange défaite, qu'il trouve un livre remarquable, il y a quand même des éléments un peu trop, de son point de vue, déterministes. Après tout, nous dit Michel Vinocq, en 1914, il a bien failli avoir une défaite de la Marne. Ça se joue à pas grand-chose, hein, la victoire de la Marne, et on écrirait une étrange défaite en 1915, possiblement. Je vous laisse avec ça. Je trouvais la réflexion intéressante, parce qu'habituellement, c'est un livre qui est absolument encensé, hein, considéré comme un livre majeur de compréhension de la défaite. Là, c'est pas faux. Je trouve que la façon dont Michel Vinocq le pointe, il y a effectivement des éléments qui sont des éléments de déterminisme très forts. Je vous livre ce point de vue, et on pourra au cas où, pour celles et ceux qui l'ont lu, en discuter, même pour ceux qui souhaiteraient en parler. Donc, ce soldat lucide malgré tout, qui fait une analyse qui est très proche de celle de Jean Zay, c'est-à-dire la France a perdu en 40 par la faute de son commandement, et pas de ses troupes. Ça marche. Ça tient. Il n'y a pas de déterminisme. Gamelin, c'est pas Joffre. Très clairement, dans l'analyse qu'on fait des combats, du positionnement de l'armée, de la réactivité ou pas des troupes, des déplacements. Bref, on n'a pas. Végan et Gamelin ne sont pas, effectivement, avec des moyens, vous le savez, c'est une analyse menée par Robert Frank, qui a déjà bien longtemps. La France a autant d'armements de qualité que l'Allemagne lorsque la guerre éclate. C'est juste la façon de s'en servir qui n'a pas été à la hauteur de la stratégie moderne allemande, mais que De Gaulle connaît déjà, des choses que vous savez. Donc l'analyse est faite. Il insiste aussi sur la faiblesse des financements, et on y reviendra pour la dernière partie de ce qui nous occupera. Donc, tout à l'heure j'insistais, le choix de la résistance. Il n'a rien d'évident. On peut défataliser le parcours cette fois-ci de Marc Bloch. Je répète, c'est un homme installé plus qu'installé dans la vie. Il a 53 ans, 6 enfants, etc. Il a fait la guerre. Pour la patrie, il a déjà beaucoup, il a été blessé, etc. Mais il se engage parce qu'il y a chez lui un patriotisme républicain absolument intense, pour le dire comme ça. Ses textes, ses écrits, son testament, on verra tout à l'heure son testament, insiste là-dessus. Il n'imaginait pas ne pas combattre. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai mis un choix. Le choix est plus du côté de la résistance que de son engagement dans l'armée. La résistance, c'est encore autre chose. Hein. Il s'est écoulé plusieurs années. Avant, il s'engage dans la résistance en 1943. Pas immédiatement. Pendant Vichy, à la fois, bien sûr, lui applique dans un premier temps les lois, les textes dits lois. C'est pas des lois, hein, ça n'a pas été voté, ce sont des textes arbitraires. Il faut appeler les textes réglementaires de Vichy des textes de loi, ça pose problème, je trouve. En tout cas, moi, ça me résiste. Ce sont donc des textes de dictature. Hein. Donc, le statut de la dictature pétainiste concernant les Juifs
évidemment englobe le bloc, sauf que pour service exceptionnel rendu à la science, Jérôme Carcopino, l'ancien élève de son père, le rétablit dans ses fonctions de professeur d'université. Il va être d'abord à Clermont-Ferrand, parce que l'université de Strasbourg, où il a été nommé, renommé, va se replier à Clermont-Ferrand, puis il va être nommé à Montpellier aussi, donc il sera universitaire à Montpellier. Et puis il a la possibilité de partir aux États-Unis, il va y réfléchir, mais comme ni sa femme ni ses fils ne peuvent quitter le territoire, il ne part pas aux États-Unis, et dès lors, au moment où il va être, cette fois-ci en 1943, suspendu de ses fonctions, parce que Carcopino n'est plus là, eh bien, il va s'engager en résistance. Il s'engage dans le mouvement dont je vous ai parlé déjà. Il va donc être du côté de francs-tireurs à Lyon. Et dans ce mouvement, il va faire 3 choses, et progressivement, il prend de l'importance. Au début, c'est raconté par les récits des membres de francs-tireurs. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ce papy, quoi. Enfin, faut imaginer, la résistance, c'est la plupart du temps des gens jeunes ou très jeunes. On parlait dans la voiture en venant de Daniel Cordier, qui est quand même un tout jeune homme. Certes, Jean Moulin, mais Jean Moulin, c'est un homme qui est à peine quadra. Enfin, il est très jeune aussi, par rapport à la carrière, etc. Là, on a un vieux professeur, si je puis dire, à 7 ans de la retraite, pour en parler comme ça. Et on se demande à quoi il pense. Alors, dans un premier temps, il sert à ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire à la propagande. Et il va donc écrire des articles dans Francs-Tireurs, dans la revue intellectuelle, les cahiers libres, dans laquelle il publiera d'ailleurs quelque chose sur la réforme de l'enseignement. Puis, il va aussi être, par ses qualités de capitaine, cette fois-ci, à la logistique. Il va s'occuper de l'organisation du réseau, de faire fonctionner la logistique. Et enfin, ses qualités sont tellement évidentes, en plus, dans sa logistique, de propagande, de réflexion sur la situation, qu'il va être le délégué pour francs-tireurs dans les murs, là, le mouvement unifié de la résistance, c'est-à-dire l'organisation unifiée autour de Gaulle par Jean Moulin, qui est créée à Lyon, en particulier, mais qui est créée pour toute la France combattante de cette époque-là. Et donc, Bloch n'est pas un petit résistant. Il démarre en 1943 comme un peu outsider, on ne sait pas très bien quoi en faire, et il finit par être le délégué de francs-tireurs dans l'organisation des murs. Et c'est aussi pour ça qu'il est infiniment recherché, arrêté en 1944, en mars 1944, par Barbie. Il est arrêté par la Gestapo, c'est pas la milice dans son cas, c'est la Gestapo. Il va être torturé. Alors, on a depuis peu de temps récupéré le procès-verbal de son interrogatoire. Contrairement au récit préalable, il a parlé pendant cet interrogatoire, mais ce qu'on voit dans ce qu'il dit, c'est qu'il parle de façon extrêmement stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne livre des informations, il ne livre comme information que celles dont il sait que soit les gens sont à Alger, donc ça pose aucun problème, évidemment. Donc il peut donner des noms, là, c'est pas ça. Ou il dit, bon, c'est quelqu'un qui venait, il était comme ci, comme ça. Il sait très bien de qui il s'agit, mais il le décrit, mais il donne pas le nom, ni le pseudo. Donc il lâche des choses en fonction de ce qu'il considère ne causer aucun risque à ses combattants, à ses frères de combat, et en même temps qui lui permet d'être moins torturé, en fait, et de survivre aussi à cette phase de torture, même s'il a une tentative de suicide aussi en prison. Et puis il est exécuté avec 30 autres, et il devient le supplié numéro 14, supplicié numéro 14, identifié par sa famille après la guerre. Donc un engagement résistant plein et entier, si je puis dire, à la fois dans un réseau, et avec ses qualités de professeur et ses qualités de capitaine, finalement, qui se retrouvent. Alors, c'est un homme qui, comme étant propagandiste, si vous voulez, mais aussi comme étant l'intellectuel qu'il est, va réfléchir à la suite. Alors ça, c'est pareil pour Jean Zay en prison, et la résistance, en général, Zay, par exemple, est avec le réseau de l'OCM, de l'Organisation Civile et Militaire, il produit une réforme de l'enseignement qui passe par le landau de sa fille, qui sort de la prison dans le double fond du landau de sa fille pour parvenir à être publié par l'OCM, les cahiers de l'OCM, donc de l'Organisation Civile et Militaire, pardon.
Bloch, lui aussi réfléchit à ça. Il faut dire qu'il y réfléchit depuis un moment. Dans les Annales, en 1937, avec Lucien Febvre, il publie un premier texte, mais qui concerne uniquement l'agrégation, un texte de réforme. Et ce que fait Bloch et ce que font Febvre, c'est participer à un grand mouvement qui, dans l'entre-deux-guerres, est très fort. C'est un mouvement de pensée modernisatrice de l'enseignement. Par exemple, c'est des gens qui lisent Célestin Freinet sans aucun problème. Célestin Freinet exclu de l'éducation nationale, réintégré par Jean Zay en 1936. C'est des gens qui travaillent dans le cadre du manuel franco-allemand avec Jules Isaac, qui devient inspecteur général en 1936 aussi. Ah, c'est pas un hasard complet. Hein. On a là tout un bouillonnement qui est d'entre-deux-guerres, mais qui est particulièrement actif du côté de la gauche du Front populaire. Hein, Bloch se situe là-dedans. Sauf que ce qu'il produit est particulièrement révolutionnaire quand même, puisque, si vous voulez, on peut conjuguer avec lui trois temps. Le passé d'où il est issu, le présent donc du Front populaire, et puis le fait qu'il reste un médiéviste extrêmement lié au fait que l'université soit l'avenir de la réforme de l'enseignement. Alors, si on se place du côté du passé, c'est pas le premier intellectuel, loin de là, à réfléchir après une défaite, particulièrement. Alors, c'est un texte qu'il produit en 1943 dans les cahiers politiques donc de francs-tireurs, sur la réforme de l'enseignement, ça s'appelle. Et donc, c'est pas le premier. En fait, il est dans la même lignée que les hommes de la défaite de 70, qui sont des universitaires. Ernest Renan, Ernest Lavisse, sont des gens qui ont pensé la réforme de l'enseignement. Pourquoi? Parce que ce qu'écrit Bloch dans l'étrange défaite, c'est des mots que Renan ou Lavisse auraient pu signer. Il dit, au fond, on a perdu parce qu'on était moins intellectuellement et culturellement armés que les Allemands. Donc, c'est ce que Renan traduira par la nécessaire réforme intellectuelle et morale. En 1870, un texte des années 70. Ouais, l'idée, c'est qu'au fond, les défaites militaires sont aussi des défaites culturelles et des défaites de l'enseignement. Donc il faut produire pour l'avenir un enseignement qui soit efficace. Alors ça veut dire pour Marc Bloch, qui soit à la fois scientifique, comme Lavisse le pensait d'ailleurs. Sauf qu'entre-temps, il y a la révolution épistémologique scientifique des Annales, mais les deux ont la même idée, enfin, fondamentalement. Si on veut être au niveau des Allemands, il faut que l'enseignement qu'on dispense soit scientifiquement au niveau. On est à l'exact contraire donc, de Donald Trump, ça ne surprendra personne. Hein. C'est-à-dire que la science est le support non seulement de la démocratie, mais aussi de la puissance, dans l'esprit de nos professeurs patriotes, hein, dans les deux cas. Hein. Et puis, il faut casser, en revanche, ce qui existait, parce que ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas au présent? Là, il y a cette inspiration qui vient de loin, hein, c'est par la réforme de l'enseignement et de l'éducation que l'on sera à nouveau une puissance et qu'on aura un enseignement efficace, plus efficace possible, mais pas pour faire n'importe quoi. Deuxième niveau, si vous voulez, dans sa réforme, dans sa conception de la réforme, c'est un homme du Front populaire aussi, à sa façon. Attention, hein, c'est pas du tout un engagé qu'on voit sur les... Il n'est pas sur les tribunes, c'est pas l'Angevin, etc. Il n'a pas ce type d'engagement d'un politique du tout, hein, il n'est pas ça du tout, il n'est pas manifesté. Il écrit, d'ailleurs on a ses correspondances, mais penser la suite, ça oui. Et alors qu'est-ce qu'il pense? Il pense que l'enseignement doit, et ça c'est très populaire, s'engager vers plus de justice sociale. Et c'est fondamental pour lui, il faut que la diffusion de la culture, la diffusion du savoir, la diffusion de la science, touche le plus grand nombre de personnes possible. Et pour ça, il dit que la France ne dépense pas assez. Et ça, c'est la même analyse que celle de Jean Zay. Zay dit que la défaite est liée en particulier au corps des inspecteurs de finances. Il y a les militaires, mais il y a aussi, on dirait Bercy de nos jours, mais à l'époque c'est le Louvre, hein, c'est rue de Rivoli, c'est une des ailes du Louvre. Eh bien, le ministère de l'économie et des finances, nous dit Jean Zay, avait une mystique, un dogme de l'équilibre budgétaire. Et ajoute Jean Zay, cette mystique de l'équilibre budgétaire, chose dont on parlait toujours mais qui n'est jamais arrivée, eh bien ça a empêché les réformes démocratiques. Et que si on veut des réformes démocratiques, il faut penser en termes de dépenses, d'investissement, et Bloch le dit comme ça. Il faut investir dans les laboratoires, dans les universités, dans l'enseignement, jusque dans l'école primaire. Pour lui, c'est toute la structure qui doit être financée, et financée abondamment. Il dit, on n'est pas au niveau de ce que font les Allemands, par exemple, etc.
Et ça ne suffit pas, il faut changer les structures grâce à ces financements. Pour lui, par exemple, il faut supprimer les grandes écoles. Alors pour un homme qui vient de l'école normale supérieure, c'est particulier. Il pense en particulier à Polytechnique. Parce qu'il dit, au fond, les grandes écoles techniques, on peut enseigner autrement, il n'y a pas besoin de fabriquer... Alors, sa femme est fille d'un polytechnicien, je dis. Simone Vidal, deux N à Simone. Donc en fait, parce que, et ça c'est le troisième point, pour lui, tout doit émaner de l'université. C'est en ce sens-là que là, il a un réflexe, c'est presque un autoportrait d'un professeur progressiste de gauche, mais médiéviste. C'est-à-dire que pour lui, l'université, c'est le cœur de l'enseignement. Et par exemple, pour la réforme de l'école normale primaire, à l'époque, tout le monde pense à réformer l'école normale primaire. Surtout sous Vichy, mais aussi, ou la création d'une école nationale d'administration. Ça, c'est un projet de Jean Zay. Ce que pense dans les deux cas Bloch, c'est que d'une part, les instituteurs, la question c'est pas qu'ils aient le baccalauréat, parce que ça c'est une solution, dit-il, par le secondaire. Et le problème c'est pas de transformer les enseignants du primaire en bacheliers du secondaire, c'est pas ça. Ce qu'il faut c'est qu'ils fassent des études universitaires. Parce que, dit-il, c'est là qu'ils acquerront le savoir qui va élever le niveau de l'enseignement primaire. Par ailleurs, il trouve que c'est l'enseignement primaire qui s'est le plus et le mieux réformé. Il a une forme d'admiration pour le primaire, et il trouve que les lycées sont endormis et les universités routinières. Ça, il faut secouer tout ça. Mais au cœur, il doit y avoir l'université, et par exemple, pour ce qui est de l'ENA, lui, il trouve que le meilleur système, c'est le civil service britannique, parce que... il va falloir un autre micro. C'est un micro qui est réglé pour ne pas dépasser 1 heure, mais je n'ai pas dépassé 1 heure. Mais j'y arrive, je conclus. Je suis à 56 minutes, on m'a dit 1 heure, donc on est pas mal. Et donc, le civil service, pourquoi ? Parce que, effectivement, il envisage un civil service qui serait un recrutement de hauts fonctionnaires par le biais de concours liés à l'université. Par ailleurs, il combat le bachotage, etc. Alors, pour finir avec ce propos, voilà, c'est trop dense, hein, on est d'accord. Mais je voulais reprendre la question que j'ai posée au début. Quelle Marc Bloch entre ici, et surtout, à quoi ça sert de faire rentrer Marc Bloch au Panthéon. On a des éléments de réponse, je l'espère, dans tout ce que j'ai pu vous dire, mais peut-être le mot-clé, enfin moi ce qui m'intéresse le plus, c'est une défatalisation et le fait d'éviter certaines formes de récupération, du moins de les éclairer. On peut commencer par les récupérations. Vous savez, vous avez peut-être entendu le fait que depuis Nicolas Sarkozy, et en passant aussi par Marine Le Pen, il y a la récupération dans le débat public d'une phrase de Marc Bloch. Vous avez peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être lu, certainement même. C'est la phrase qui dit qu'il y a 2 sortes de Français. Ça vous parle, ça ? Puisque entrer au Panthéon, je vous l'ai dit en tout début, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme modèle pour un récit du commun. Qu'est-ce que ça peut être comme forme, effectivement, quel élan ça peut donner au pays, qu'est-ce qu'on honore et pourquoi on le fait. Alors, il se trouve qu'il y a une phrase que Marc Bloch a écrite, totalement sortie de son contexte, qui est la suivante, et qui connaît des récupérations à droite et à droite de la droite, qui est la suivante. Il est 2 catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de la France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. L'idée, par l'usage à droite et à droite de la droite, c'est qu'au fond, il faut réconcilier les 2 France, et que même, le sacre de Reims, c'est le roman national, providentialiste, nationaliste maurassien, et la fête de la Fédération, c'est la Révolution, donc c'est le roman national républicain. Car, contrairement à l'usage courant de l'expression roman national, il n'y a pas... Le roman national, ça n'existe pas. Il y a des romans nationaux qui sont concurrents.
et qui sont concurrents depuis le début du XIXe siècle, c'est-à-dire depuis le moment où, par le biais de l'usage de l'histoire, on réfléchit à un roman des origines que l'on attribue et que l'on fait remonter au baptême de Clovis, ou que l'on attribue et que l'on fait remonter à la Révolution française, fondamentalement. Ce sont des récits du commun, qui, l'un comme l'autre, l'un va être plutôt républicain, l'autre est puissamment anti-républicain. Les trois anti-ères se mêlent, l'anti-révolution, l'anti-réforme protestante et l'anti-républicanisme. Et de l'autre côté, vous avez un récit qui est puissamment républicain, démocratique. Quand on parle du roman national, on se trompe et on essentialise des récits qui sont des récits différents selon, malgré tout, les camps politiques qui les ont produits. Les mémoires ne sont pas forcément des mémoires partagées. Les manuels de la Troisième République ne sont pas porteurs du roman national dont, à l'heure actuelle, l'extrême droite voudrait nous faire croire qu'il était enseigné aux petites têtes blondes par la Vis ou d'autres. National de la Vis, il est scientifique, républicain. C'est pas pour ça qu'il n'est pas faux au sens de ce qu'il dit, parce que la science a avancé, a progressé et que les républicains ne sont plus colonialistes, c'est évident, mais ils l'étaient à cette époque-là. Donc attention à ça. Donc il n'y a pas de roman national, ça n'existe pas. Il existe des récits concurrents, extrêmement intéressant de voir d'ailleurs comment ils évoluent, et le fait de les unifier, c'est de les essentialiser, et qui met en avant un récit essentialiste va et suit les lectures de Charles Maurras, fondamentalement. C'est ça la différence entre les gens qui pensent que l'histoire est une construction et ceux qui pensent qu'elle a déjà toujours été là. Donc ces récupérations à l'heure actuelle de Marc Bloch, Suzette, sa petite fille, a très très bien montré que lorsque Marc Bloch dit il est deux catégories de Français, etc., il s'attaque à ceux qui attaquent le Front populaire. En fait, ce texte est un texte de défense du Front populaire. Il est arrivé la même chose à Janzé avec sa phrase sur l'asile inviolable, où l'école doit demeurer l'asile inviolable, où les querelles des hommes ne doivent pas pénétrer, récupéré par tout le monde, pourquoi pas, mais jusqu'à l'extrême droite, alors que c'est un texte qui combat les ligues d'extrême droite. Et le but pour Janzé en produisant ce texte-là, qui est une circulaire ministérielle, c'est d'empêcher qu'aux abords des lycées parisiens, alors que les ligues d'extrême droite viennent d'être interdites, que Léon Blum vient de se faire lyncher quasiment à mort sur un trottoir, eh bien c'est d'interdire et d'empêcher l'entrée dans les lycées parisiens de la propagande des ligues, c'est-à-dire la propagande d'extrême droite. Et le fait que ça soit récupéré, évidemment, c'est une ironie assez détestable de l'histoire. Donc, défataliser, à quoi sert Marc Bloch? Justement, à essayer de bien identifier ce que fut et ce que pourrait être la France républicaine. Oui, ça sert à ça, le Panthéon. À la suite donc de cet autoportrait en réformateur de l'école, et à travers donc les éloges, par exemple celui de Lucien Febvre, qui est en bas à gauche, on peut voir que ce qui fait la force d'entraînement de Marc Bloch de nos jours, c'est d'abord le fait que l'engagement intellectuel, c'est un intellectuel qui s'engage, n'est pas équivalent selon ce qu'il porte. Or, ce que porte l'engagement intellectuel de Marc Bloch, c'est un humanisme républicain, fondamentalement, et qui est un humanisme républicain forgé en particulier autour de ce que j'appelle, c'est moi pour le coup, l'universalisme des minorités, des minoritaires. Je trouve que la République a été construite à la fin du XIXe siècle, qu'à voir par exemple le cabinet de Jules Ferry ou d'autres endroits, a été forgé par des républicains qui n'étaient pas modérément républicains et qui étaient des protestants de confession ou bien de culture, des juifs de confession ou bien de culture, et qui étaient particulièrement attachés à l'universalisme parce qu'ils savaient combien ils protégeaient les minorités. Marc Bloch, par exemple, il y a un texte extraordinaire de Marc Bloch que je vous ai donné là, qui est ce qu'on appelle le Testament de Marc Bloch, qui est rédigé en 1941, donc très précisément en mars 41, le 19 mars 1941. Et il demande à lire un texte sur sa tombe. Il demande à lire un texte sur sa tombe, et ce texte comporte les passages suivants. Ça démarre comme ça. Je n'ai point demandé que sur... Vous arrivez à le lire, non, c'est difficile. C'est ce texte du milieu.
Je n'ai point demandé que sur ma tombe fussent récitées les prières hébraïques, dont les cadences pourtant accompagnèrent vers leur dernier repos tant de mes ancêtres et mon père lui-même. Je me suis toute ma vie durant efforcé de mon mieux vers une sincérité totale de l'expression et de l'esprit. Je tiens la complaisance envers le mensonge, de quelque prétexte qu'elle puisse se parer, pour la pire lèpre de l'âme. Comme un beaucoup plus grand que moi, je souhaiterais volontiers que pour toute devise, on gravât sur ma pierre tombale ces simples mots « Dilexit veritatem ». Alors vous savez qui est beaucoup plus grand que lui, là? Qu'est-ce qu'il y avait ça sur sa tombe qui aurait souhaité? C'est Saint-Augustin, c'est une référence à Saint-Augustin. C'est pourquoi il m'était impossible d'admettre qu'en cette heure des suprêmes adieux, où tout homme a pour devoir de se résumer soi-même, aucun appel fut fait en mon nom aux effusions d'une orthodoxie dont je ne reconnais point le credo. Il proclame son athéisme, hein, bien sûr, sauf qu'il ajoute immédiatement, mais il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne put rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre, ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. Et la phrase suivante est particulièrement intéressante, elle a un rapport avec Jules Isaac d'ailleurs, très fort. Dans un monde assailli par la plus atroce barbarie, la généreuse tradition des prophètes hébreux, que le christianisme, en ce qu'il eut de plus pur, reprit pour l'élargir, et ce lien entre la religion hébreu et puis celle chrétienne, c'est tout le travail de Jules Isaac dans le cadre de Vatican II. Isaac, pour produire des textes qui sont repris dans Vatican II sur la filiation et l'œcuménisme judo-chrétien. Ne demeure-t-elle pas une de nos meilleures raisons de vivre, de croire et de lutter? Étranger à tout formalisme confessionnel, comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti, durant ma vie entière, avant tout et très simplement français, attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir une autre où je puisse respirer à l'aise. Ça me fait penser à des propos de la rabbine, comment s'appelle-t-elle? Vous allez me le rappeler tout de suite. Voilà, qui dit que la laïcité française, c'est l'espace dans lequel elle peut respirer tout en étant pleinement juive. Donc, il y a de l'espace, dit-elle, dans la laïcité. C'est marrant que l'image soit la même, hein, où je puisse respirer à l'aise. Je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à ces sentiments le moindre obstacle. Au cours des 2 guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France. Du moins puis-je, en toute sincérité, me rendre ce témoignage. Je meurs comme j'ai vécu, en bon français. Alors, ça, évidemment, c'est un texte qui n'est pas mis en avant fréquemment de Marc Bloch. Pourtant, je le trouve absolument magnifique, parce que c'est un autoportrait, cette fois-ci, en français, pour le dire comme ça, mais qui se dépeint en français qui porte un universalisme, que je répète être celui des minoritaires, mais qui a construit la République en France. Elle est construite par et avec cet universalisme. Et alors, n'est-ce pas le rôle de l'acte de reconnaissance qui est l'entrée au Panthéon, de permettre de connaître à nouveau un futur imaginé par ces modèles comme Marc Bloch, parce que c'est ça défataliser notre présent, c'est rouvrir les futurs possibles. Et avec l'engagement de Bloch, on voit bien que c'est quelqu'un qui, par la réforme de l'enseignement à laquelle il pensait, par le fait de faire ce don possible, hein, qui d'ailleurs fut avéré de sa vie à la patrie républicaine, eh bien, ça rouvre nos futurs. Et c'est à ça que ça sert de faire de l'histoire, dans le meilleur des cas, c'est à défataliser nos futurs, de montrer qu'il y en avait d'autres de possibles dans le temps. Et en ce sens, Marc Bloch me fait penser à une phrase, hein, qui, elle aussi, pourrait nous inspirer dans cette entrée au Panthéon, qui est une phrase que Georges Canguilhem avait prononcée à propos de Jean Cavaillès. Jean Cavaillès, résistant qui est donc mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Canguilhem écrivait la chose suivante, et pour nous servir aussi de modèle, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de résistants, de résistantes, hein, je pense à Joséphine Baker, hein, qui entrent au Panthéon. La phrase suivante, ce sont ces hommes qui ont décidé irrévocablement de préférer les raisons de vivre à la vie. Je vous remercie pour la qualité de votre attention.
merci pour ce magnifique portrait, cette belle évocation d'un homme qui est vraiment digne d'entrer au Panthéon, à côté de toutes les grandes figures qui l'ont précédé. Voilà, donc si vous avez des questions... On va rallumer la salle peut-être. Oui. En attendant qu'une question survienne, est-ce que tu pourrais revenir sur la manière dont a été choisi Marc Bloch pour entrer au Panthéon? Il a droit d'une manière indiscutable, mais pourquoi Macron a-t-il choisi lui? Alors, droit d'une manière indiscutable, non, ça ce sont des choix. Il y a d'autres possibles, etc. Non, là c'est un choix, comme je le disais au tout début, c'est un choix du prince quand même. On est dans un système très étrange à cet égard-là. Il y a eu des projets qui étaient que les décisions devaient être prises par le Parlement, par exemple. Bon, vous imaginez, voter pour, ça va. Et donc la solution, qui d'ailleurs n'est pas une invention gaulliste, c'est préalable, c'est vraiment un choix individuel, personnel du président de la République. Il prend un peu conseil. Alors, très probablement aussi, ça vient du fait, vous savez, intellectuellement, il s'en revendique en tout cas. Emmanuel Macron est lié à Paul Ricoeur, enfin, en tout cas, il s'en revendique. Donc, il y a dans ses parcours, comme celui d'un Marc Bloch, il fait partie justement au moment où Ricoeur réfléchit à la mémoire, l'histoire, etc. Les relectures de l'apologie et la relecture de l'étrange défaite comptent. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un aussi qui fait ses études à un moment où l'aura de Bloch est maximale, elle est très très forte. Et puis, il y a l'irrésistible, si je puis dire, du martyr. Parce qu'un héros, depuis l'Antiquité, c'est quelqu'un qui meurt pour les autres. Et donc, c'est pour ça que l'héroïsme qui entoure Bloch entoure aussi Jean Moulin, etc. Ces gens qui ont été massacrés, qui sont victimes, martyrs, mais qui portent un sens général d'engagement. À ma connaissance, Étienne Bloch, le fils qui a réuni ses archives, qui a énormément œuvré aussi, les rééditions doivent beaucoup à Étienne Bloch. L'âge des rééditions, 83 et 90, là, ça doit beaucoup à Étienne Bloch. Est mort, donc, mais il avait de longue date aussi agi dans ce sens-là. Pierre Nora, voilà, vous avez comme ça quelques-uns des grands historiens ont pu peser. Je sais pas assez de choses. Pour la génération des 4 qui entrent au moment de janvier, je sais bien les raisons des décisions. Là c'était sous François Hollande. Là c'est pas pareil, je sais pas tout, mais ça correspond bien alors à un mouvement profond, plus profond qui dépasse complètement Bloch, même s'il est le premier des historiens à entrer au Panthéon. C'est que, vous le voyez bien, la référence à la Seconde Guerre mondiale reste encore et toujours la référence des héroïsmes modèles, pour le dire comme ça, ou des engagements héroïques, héroïques, admirables, qui peuvent servir de modèle. Simone Veil, bien sûr, c'est l'avortement, mais c'est aussi la survivante du judéocide. Voilà. Donc il y a ça. Mais peut-être avez-vous des réponses, parce que vous avez peut-être des sources d'informations que je n'ai pas. Et je suis sérieux dans cette sens. Ou peut-être avez-vous entendu des rumeurs, et là on va faire l'histoire de la rumeur, pour savoir ce qu'il y a. Et non, parce qu'il est... Ah oui, il tombe à Ah, ça y est. Il a été rechargé, c'est ça? Ah, les piles ont été remises. Parfait, merci beaucoup. Bon, merci pour cet exposé. Merci. Moi, je connais rien. Je lis pas. Je ne suis pas instruit. Donc, j'assiste à beaucoup de conférences, voilà, de ce genre. Mais ce que je ne comprends pas ici, c'est pour bon, moi, par exemple, la République, pour moi, ça veut rien dire. Je lis tranquillement. J'entends bien. La France, c'est un territoire. Il y a les frontières, tout ça. Bon, je suis né en France, d'accord. Je ne me considère pas comme français de la même façon dont certains
clament la France, la France, la France. Bon. Et ensuite, aucune religion pour moi ne nécessite de s'appuyer dessus pour prendre des grandes décisions humaines. Là, ce qui m'intéresse, moi, uniquement, c'est l'humain. On est tous des êtres humains, quel que soit le pays, quel que soit où on est. Et voilà. Et je regrette que on ne s'appuie pas sur uniquement l'humain pour prendre des décisions politiques, etc. On s'appuie sur tout un tas de théories et la suppression, que Marc Bloch voulait, des grandes écoles, Polytechnique, ça me semble fait. Polytechnique, ils font de tout. Bon. Et lui qui a été à la guerre très tard, pour défendre la France, pour défendre la patrie, etc., je trouve que c'est un peu bizarre. Et c'est très discutable. Non, mais là, je ne suis pas en train de vous dire que ce que proposait Marc Bloch doit être pris. Il argumente. Mais pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, humain. Alors, incontestablement, Marc Bloch est un humaniste. Alors, il y a plein d'éléments, de textes, etc. Mais il est dans une génération qui n'est pas la mienne, qui est nécessairement et parfois contre son gré confronté à la guerre. C'est-à-dire que pour cette génération-là, la patrie, par exemple, c'est quelque chose de très incarné et de très humain, dans la façon dont ils l'ont vécu, au front, dans les tranchées, etc. De la même façon, pour nous, la République, c'est presque, on pourrait faire comme De Gaulle, l'Europe, oui, dire que voilà, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est pour ceux qui la mettent en place et qui la vivent, la mettent en place, c'est la génération plutôt de son père, de Gustave, c'est très concret face au cléricalisme, très concret face au pouvoir de nomination ou pas, d'universitaire, du fait... La République, comme la France, comme ce qu'a traversé comme la guerre, ça peut être des choses très concrètes. Et en même temps, c'est vrai que lorsque c'est invoqué, ça devient une sorte d'incantation qui perd de sa substance. Ça, c'est incontestable. On le sait, on le constate, on le voit bien. Mais ce qui est encore plus constatable, et ça c'est intéressant, c'est que ceux qui... Ne pas penser ces catégories, on va dire que c'est des catégories, d'accord? Ne pas penser ces catégories dans la façon dont elles transforment nos vies, là c'est quelque chose qui peut faire qu'on devienne sujet et non plus acteur. Je m'explique. Par exemple, vous avez tout un tas de mots qui ont passé l'arme à droite, pour le dire comme ça. La nation, la patrie, même, c'est né à gauche. C'est révolutionnaire. C'est des termes révolutionnaires. La nation sous la Première République et pendant la Révolution, et ça a duré une large partie du XIXe siècle, ça désigne, les gens qui l'emploient sont nécessairement de gauche, parce que si vous êtes dans une compréhension de l'ensemble des habitants d'un territoire comme étant des nationaux, comme appartenant à une nation, c'est-à-dire à des citoyens souverains, c'est l'idée politique de la nation, là. On ne parle pas de l'idée raciale. Eh bien, ayant cette idée-là, vous êtes à l'inverse, vous êtes en combat même avec ceux qui pensent que la nation n'a pas de sens parce que la souveraineté provient de Dieu. C'est pour ça que je vais vous parler de deux romans du groupe. Ceux qui considèrent que effectivement l'histoire est une histoire des groupes, les groupes humains qui vivent, quel que soit l'endroit, sont déterminés par l'action suprahumaine de Dieu, ceux-là, pendant très longtemps, refusent l'idée même de nation, c'est-à-dire l'idée de la souveraineté populaire incarnée dans des individus, etc. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'un ultranationalisme va se créer à l'extrême droite et qui va changer le sens du mot. Ça, c'est des vieilles études, mais c'est très concret, ça, en fait. C'est pas des mots en l'air, parce que ça veut dire que dans votre village, vous avez ou vous n'aurez pas la possibilité de travailler, parce que vous aurez ou vous n'aurez pas l'agrément du curé comme confirmant votre qualité morale. C'était que ça. Les préfets
étaient ceux qui étaient les patrons des instituteurs et des institutrices jusqu'à la République. D'accord? Et ils sont restés d'ailleurs assez longuement après la République, sauf que si ces préfets étaient des préfets d'un ordre qu'on va appeler moral pour aller vite, ou d'une dictature comme celle de Napoléon I ou III, là, le contrôle, c'est très concret. Vous êtes chassé du métier ou pas, vous pouvez ou pas développer vos activités. Donc c'est vrai que les mots peuvent être désincarnés, ils peuvent changer de bord, voire même dire le contraire de ce qu'ils disaient au début. Le nationalisme dit le contraire de la nation que portent les révolutionnaires. Très clairement. S'il est essentialiste. Les premières élections nationales en France, vous pouvez être hollandais ou américain et être élu au Parlement français, parce que c'est pas un problème. D'accord? Et bon, ça va changer à la suite. Mais... Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi je comprends tout à fait cette dévitalisation des mots qui devient une sorte de concept, et surtout qui sont tellement récupérés, employés et réemployés, qu'ils perdent de vue. Et c'est pour ça que c'est bien, je crois. S'il doit y avoir un mérite au Panthéon, moi-même je ne suis pas très panthéonophile, malgré les apparences, parce que je vais vous voir tous les 10 ans pour parler de Panthéon. Mais s'il y a un intérêt aux grands hommes et femmes, la patrie reconnaissante, là, pour le coup Elisabeth Borne n'a pas complètement de tort, il faut peut-être s'occuper de la façon dont c'est écrit. Mais si ça a un intérêt, c'est justement de donner d'incarner les concepts. C'est-à-dire de placer à l'échelle humaine les mots comme république ou patrie, ou etc., en se demandant comment Marc Bloch a été un patriote, et ça c'est pas désincarné, au contraire, et comment il a été un républicain, de quelle façon, qu'est-ce que ça veut dire l'humanisme à partir des minorités, etc. Voilà. Ça a du sens, parce que ça incarne. Voilà, moi si je vois un des intérêts aux panthéonisations, c'est celui-là. C'est de sortir des grandes catégories un petit peu éthérées et de s'en occuper. Alors puis j'en vois un autre intérêt, cette fois-ci les politiques, c'est de ne pas laisser les mots être employés politiquement à l'inverse de ce pourquoi ils ont été créés. Ça, c'est autre chose. Mais c'est très important aussi. Oui, merci de vos explications. Je trouvais très intéressant et j'ai relevé un point que je trouvais très intéressant et louable et particulièrement intéressant, le fait que Marc Bloch ait beaucoup œuvré pour l'amélioration de l'enseignement, l'élévation du niveau intellectuel dans les écoles, les universités, en pensant que c'était une des raisons de la défaite, etc. Donc je trouve ça très très bien. Donc ma question est de vous poser la question, qu'est-ce qu'il aurait pensé Marc Bloch, ou à défaut, qu'est-ce que vous pensez vous actuellement? Évidemment, on n'est pas en temps de guerre, la situation est différente, mais il paraît, d'après ce que je lis, qu'en France, ou peut-être même dans le monde, il y a trop de création d'élites, le niveau dans les universités et tout ça est tellement haut, on forme trop d'élites et qu'il n'y a pas assez de place pour ces élites. Oui, alors ça, je vais répondre du moins mal possible avec toutes les limites. Première chose, bien sûr, je ne suis pas Marc Bloch et je ne vais pas le faire parler, d'autant qu'il a des principes éducatifs chez lui qui sont un peu différents. On est assez loin de l'école Montessori chez lui. J'ai aucune critique parce que alors là, chacun sa route, chacun son chemin. Mais Marc Bloch était réputé par ses étudiants, avant la Seconde Guerre mondiale, il l'appelait le capitaine Bloch. C'était quelqu'un assez connu pour être particulièrement rigoureux. Ce qui n'empêche que pendant la guerre, il a un échange de courrier. Ce sont des graphomanes. Ces gens qui, pour nous, c'est génial parce qu'on a des sources très abondantes. Il écrit tout le temps. Par exemple, et ça, c'est comme Zé. Dès qu'il est séparé de sa femme, ils s'écrivent tous les jours. Tous les jours.
Ben maintenant, remarquez, on s'envoie des textos, des téléphones, etc. Si on regarde. Mais là, ils s'écrivent vraiment. Et ils numérotent d'ailleurs leur courrier en disant mais tu n'as pas reçu ma lettre numéro 3, etc. Donc mais alors Bloch le fait pour alors qu'il est en clandestinité ou lorsqu'il est au front, et il le fait pour l'éducation des enfants aussi. Et il est plutôt rigide, hein, c'est le capitaine de Bloch chez lui aussi. Alors au point que, alors ça c'est une anecdote qu'on trouve dans les courriers adressés à son fils Étienne, il a même aussi des éléments concernant la vie sexuelle il dit oula, je ne vais pas t'en parler comme ça, mais enfin d'abord un corps sain, il faut éviter les maladies. Enfin, donc les correspondances, c'est absolument génial, mais il y a un trait, pour en finir avec Marc Bloch, l'éducation est chez lui. Il habitait rue de Sèvres à Paris, au 17 rue de Sèvres, un duplex, ils habitaient. Son bureau était à l'étage. Et il avait installé un feu tricolore en bas. Le feu était rouge, les enfants n'avaient pas le droit de monter. C'est pas monter sur ce que je disais tout à l'heure. Je m'amuse avec ça, mais alors de temps en temps, mais on s'en veut. Vous savez, il y a l'ange sur l'épaule droite et puis le diable sur l'épaule gauche. Et le diable qui me dit oula, ça aurait été bien, mes enfants sont grands. Mais non, c'est pas bien du tout. Mais enfin, c'est pas une affaire de morale ou pas, c'est une affaire d'époque, voilà, de contexte. À l'époque, bien entendu, le fait de... Il ne songe pas à augmenter le nombre de diplômes, parce que vous pensez à ça, il pense à la qualité scientifique des enseignements à tous les niveaux. C'est plutôt ça, c'est la formation des maîtres en particulier. Et la Wyss aussi, hein, c'était ça. La Wyss raconte que lorsqu'il arrive à la Sorbonne en 1882, il dit c'était une université, mais il n'y avait pas d'étudiants. C'est l'université que j'ai découvert, la Sorbonne, c'était un endroit où il y avait d'aimables conférences, où venaient des gens plutôt âgés, mais des étudiants, il n'y en avait pas, il n'y avait même pas. Et la Wyss a créé l'équivalent de nos masters, hein, ça s'appelle le DES, ça s'appelait, hein. C'est Ernest Wyss qui va le créer. D'abord en lettres, et puis ça va se diffuser à toute l'université, un diplôme d'études supérieures, parce qu'il considère qu'il ne peut pas y avoir de professeurs. On est complètement à l'inverse de ce qui est en train de se faire. La révolution actuelle, c'est un saut péruvérien avant la Wyss. C'est-à-dire le recrutement des enseignants dès l'année 2 hein, de l'université, c'est évidemment n'avoir aucune formation scientifique solide. C'est vraiment impressionnant. Hein. Et de voir que ça remonte à... C'est pas une affaire de la libération. Hein. Je parle de quelque chose qui date des années 80, 90. Il va d'ailleurs être... La Wyss va se placer lui-même, parce qu'il est puissant à cette époque-là. Il est à la tête de l'école normale supérieure, il est académicien français, il est la meilleure vente chez Hachette, enfin bon, très très puissant. Et il va se placer à la tête du concours d'agrégation pendant 10 ans, pour essayer de le réformer et de le changer, pour en faire un concours lié au niveau scientifique des étudiants qui le passent. Parce qu'avant la Wyss, l'agrégation, c'était un concours interne. Au sens où, comme il n'y avait pas d'étudiants, c'était que des professeurs du secondaire, que leurs directeurs, on dirait les proviseurs de jour, autorisaient à passer ce concours-là. Et ce concours-là était tellement un concours interne, pour celles et ceux qui ont connu des agrégations diverses et variées, qu'il y avait une épreuve de correction de copies. Je vais vous dire, c'était un concours interne. Lorsqu'on vous demande de corriger des copies, qu'on vous évalue sur la correction des copies, on n'est pas du tout avec la scientificité comme repère. Peut-être que c'est trop, qu'il faudrait un peu panacher, mais n'empêche que pour la Wyss et pour Bloch, c'est une évidence. Parce que c'est une faiblesse, le contraire. Et qu'avoir un enseignement qui n'ait pas de rapport au savoir tel qu'il se crée, qui se construit, c'est un enseignement qui devient strictement technique. Et en ce sens-là, technique de la pédagogie, et même pas de la pédagogie d'ailleurs, mais et ça soit là, c'est pas bon. Donc, si je reviens à ce que vous dites, est-ce que le niveau des études globales pose un problème parce qu'il n'y a pas de débouché global, pose un problème parce qu'il n'y a pas de débouché? Ouais, ça pourrait être. En fait, il y a deux façons de le voir, c'est de considérer que dans une société, on ne voit pas pourquoi on empêcherait les jeunes gens de faire des études. Que par ailleurs, lorsqu'on regarde les statistiques, plus vous avez de diplômes, moins vous avez des chances d'être au chômage, même, ça reste vrai. Ça reste vrai. Il ne faut pas raconter, hein, et se raconter que parce que vous faites des études, vous n'allez pas travailler. C'est le contraire, de fait. Hein. Mais c'est pas pour ça que les emplois vont se créer, à hauteur et en fonction de... Après, il y a l'affaire de répartition, du type d'études par rapport au type d'emploi, si vous voulez, etc. Et par ailleurs, l'université n'est pas forcément faite pour fabriquer
a des gens qui travaillent directement. Mais ça, c'est encore une autre question. Non, le problème est plus celui de l'adaptabilité, mais après de l'emploi et des types d'emploi. Par exemple, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, même si le mot est discuté, c'est un moment où en France, le marché du travail passe de 20 à environ 40 voire 50% de cadres. Il y en a 20% avant, on passe à 40-50%. Ce qui fait que vous avez eu une très visible, très concrète ascension sociale collective, avec des gens, par exemple, ce qu'on appelait les ingénieurs maison dans les boîtes, qui étaient techniciens supérieurs, qui devenaient ingénieurs, et parce qu'il y avait besoin. Et qu'il y avait un changement de la façon de travailler et des répartitions. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Il ne va pas y avoir vous vous rendez compte, passer de 20 à 40-50%, c'est encore doublement. Il ne va pas y avoir un doublement de professions qui sont liées à un niveau de diplôme plus élevé. Ça, c'est pas vrai. Donc, effectivement, et comme par ailleurs ceux qui sont déjà en position d'occuper, je parle en termes de stratégie familiale, d'occuper des bonnes places, ne vont pas lâcher l'affaire, en fait. Pour des raisons extrêmement humaines, hein. Même si votre petit, ça passe plus ou moins bien, vous allez passer à côté, vous allez payer l'école de commerce, mais les places nouvelles, elles ne vont pas exister si facilement, hein, pour des raisons de fonctionnement sociaux. Donc, ce n'est pas l'abondance de diplômes qui fait le non-emploi. Au bout, c'est plus la structure de ça. Et par ailleurs, tout le monde n'est pas désireux de tous les emplois. Après, ce sont des propos effroyablement généralistes et d'une qualité très, très médiocre. Donc, dans le verbatim, c'est une question. Là, je suis complètement hors compétence et presque au niveau du café des sports, même pas du commerce. Merci beaucoup, donc c'était passionnant. Ma question est très technique. Ouais. Comment travaillait Marc Bloch? Parce que pour la partie médiéviste, on imagine, il est classique, il a des sources, etc. Pour la partie contemporaine, par exemple, comment est-ce qu'on peut étudier la circulation des bobards dans les tranchées? Bon, il n'a pas d'enquête, il n'a pas d'entretien, il n'a pas de sondage. Comment il fait? Il fait du journalisme? D'abord, c'est pas gentil pour le journaliste. Mais non, les deux textes, parce qu'il n'a pas tant que ça des textes d'histoire du présent. Il y a donc les rumeurs, et puis il y a l'étrange des faits. Pour l'étrange des faits, la réponse est facile à faire. C'est un témoignage, il le dit lui-même. Donc, c'est pas une enquête historique. Il livre un essai d'analyse en position de témoin le plus lucide possible, il l'espère. Donc là, en termes de sources et de méthodologie, d'application, de travail sur les sources, il n'y en a pas. Il y a sa méthodologie de lecture et de travail sur l'histoire, d'écriture, on peut le dire comme ça. Pour ce qui est des rumeurs, il va quand même. Là, il produit. En plus, c'est dans une revue scientifique qu'il le produit, la revue d'études historiques. Il est relativement jeune, et on le sait tous, quand on est jeune, on essaie de produire un texte le meilleur possible, parce qu'on n'a pas encore la possibilité d'exercer un abus de pouvoir parce qu'on est réputé. Après, des fois, ça arrive, hein, on fait comme on peut, mais là, non, c'est un travail qui est considéré comme solide, mais dans l'état des recherches de l'époque, c'est-à-dire que la sociologie de l'époque encore n'est pas fatalement encore une sociologie de terrain, ça commence, mais elle provient de la philo, quand même beaucoup, donc ça va être des réflexions, et dans son cas, des réflexions, pardon, qui proviennent de l'individu qui les écrit et des lectures. Ce texte-là, par exemple, il est très référencé, il y a des notes de bas de page, etc., mais qui sont des notes de bas de page qui ne renvoient pas effectivement à des enquêtes, qui ne renvoient pas à un travail de terrain sociologique, c'est très vrai. Donc il le fait avec ce qu'il pense qu'il a compris, en utilisant non pas les méthodes, mais les lectures qu'il a fait de la psychologie sociale. C'est son travail, Bloch en particulier, ça se voit faire aussi, quand ils ne sont pas sur leur terrain de recherche, à partir de leurs sources, c'est un formidable travail de source dans le cas de Bloch, mais faire aussi, ils le font à partir de leur lecture. Moi, ce serait ça. Donc, ce n'est pas une méthode sociologique, encore moins de psychologie sociale, mais il a lu tout ce qui, à l'époque, a été écrit dans ces champs-là. Voilà. Et à partir de là, il éprouve les concepts qu'il a lus et la façon dont il les a compris à ceux qu'il a vécu comme témoins dans l'étranger.
Oui, juste, je vais revenir à un niveau de France Télévisions, là, pour la dernière question peut-être. C'est sur le plan pratique du Panthéon, puisque vous connaissez bien, il est rentré, Marc Bloch, dans un cénotaphe. Ouais. La famille s'est opposée au transfert n'a pas voulu le transfert des cendres. Pour moi, le grand absent du Panthéon, c'est Albert Camus. Et alors, à l'époque, je me rappelle, je ne sais pas si vous confirmez, c'est que les enfants n'avaient pas voulu qu'on transfère son corps. Alors qu'aujourd'hui, au Panthéon, rentrent des cénotaphes comme Joséphine Baker ou Marc Bloch. Il y avait deux raisons. Vous vous en souvenez pour Camus? Il y avait cette raison-là, mais il y en avait une autre. Qui avait proposé que Camus entre au Panthéon? Vous vous souvenez? C'est Nicolas Sarkozy. Et la famille trouvait que là, c'était une utilisation du corps de leur père. Enfin, du corps, vous avez compris, des deux corps de leur père. Le corps physique et le corps politique. Voilà, donc c'est beau. Semble-t-il, c'est beaucoup plus cette raison-là qui a primé. Effectivement, c'est notable. Vous avez même le cas des couples qui sont réunis. Probablement, en tout cas, la dernière fille vivante de Jean Zay souhaite que sa mère rejoigne son père, parce qu'ils étaient enterrés ensemble. C'était un couple très fort. Et voilà, donc il y a toute une... Alors, sur cet aspect-là, on est effectivement beaucoup plus ouvert et légitimement ouvert au désir des familles. Pour faire vite et gros, plus la personne panthéonisée est morte récemment, moins la famille envoie le corps. Il y a un écart de temps, on comprend tout à fait, plus il s'agit de quelqu'un un peu loin dans le temps. Mais Marc Bloch, c'est un cénotaphe, malgré tout. Parce que le fait de la fougère, enfin bon, voilà, le lieu aussi où il est enterré est très fort pour les descendants. C'est un lieu qui devient personne. Il y a le lieu public et il y a le lieu attaché à un familial. Et c'est de plus en plus découplé. À l'époque, l'idée d'honneur, le corps appartenait à la patrie aussi. Il y avait ça aussi qui coexistait. Maintenant aussi, vous savez, il y en a qui ont été sortis du Panthéon. Il y a deux cas très célèbres qui sont les premiers d'ailleurs à être entrés au Panthéon sous la Révolution française. Alors, c'est le quiz de la soirée. Mirabeau, et puis un autre révolutionnaire. Alors, Jean-Paul Marat, qui avait été mis après son assassinat et qui a été sorti par les thermidoriens. Mirabeau est sorti du Panthéon par la République, de fait, par les Républicains, en 92, et Jean-Paul Marat par des Républicains aussi, mais enfin par des thermidoriens en 95. Mais bon, ça se fait plutôt. C'est pour ça que la cancel culture n'est pas neuve. Là, c'est pas des statues. Ce sont les corps, en plus, jetés à la fosse commune. Là, ça plaisantait plus. C'est vraiment une indignité nationale. Mais les damnations mémoriées chez les Romains existaient déjà. Bien, d'autres questions? Oui, bien sûr. Merci pour cette conférence très importante, très intéressante, pardon. Je connaissais Marc Bloch juste parce qu'il s'était fait fusiller à la Libération. Le Bloch que je connaissais, moi, c'était Marcel Dassault. Est-ce qu'il y avait un lien entre les deux blocs? Non, ce sont deux. Alors, c'est un nom relativement fréquent, malgré tout. Il y a même une plaisanterie qui vaut ce qu'elle vaut de Tristan Bernard, qui est prononcée en 1940 sur la promenade de Nice, dit la légende. Avant la guerre, on bloquait les comptes, maintenant on compte les blocs. Voilà, donc il y en avait. Effectivement, mais bon, ça aurait pu être le cas, mais non, ils ne sont pas liés. Oui, c'est vrai que Marcel Dassault est de famille Bloch, absolument. Oui, alors je peux me permettre de vous poser une question. Ça fait longtemps que j'ai lu le livre de Marc Bloch sur l'étrange défaite et j'ai plus la mémoire que j'avais. Il me semble qu'il parlait de la question des hommes politiques dans les années 30, à l'origine de la défaite en partie. Oui, il a tout un passage sur la médiocrité de la vie politique française, et en particulier la médiocrité des hommes politiques français à la veille
de la Seconde Guerre mondiale. Ça rentre dans ce que Michel Vinocq appelle aussi un peu cette hyper-causalité. C'est-à-dire que quand on lit Marc Bloch, on a vraiment l'impression que tout conduisait à la défaite et que ces hommes-là étaient médiocres. Ça n'empêche pas le fait qu'il y ait pu avoir des hommes politiques médiocres. Mais le problème de la médiocrité politique, il peut être dans toutes les périodes. C'est pas, non, mais ça en fait de la démagogie effroyable parce qu'ils sont le reflet de la société aussi. Enfin, il ne faut pas non plus faire semblant de croire qu'ils pourraient être si différents. Après tout, nous les élisons. Mais c'est que le contexte compte énormément. C'est-à-dire que face à une guerre, face à une situation de crise, il y a même des gens qui pouvaient apparaître jusque-là comme relativement médiocres aux yeux des contemporains, et qui peuvent se révéler, ou au contraire, ne pas se révéler face aux crises. Hein. C'est quelque chose il faut vraiment confronter à la période, je crois. Bon, d'abord, ça répond à là aussi, ça vient des annales, mais pas seulement. À l'histoire, les deux mots-clés, c'est le contexte et l'intention. Et quand même le contexte. La médiocrité avant vous voyez, la médiocrité du personnel politique de la fin de la Troisième République, elle est immédiatement vue après la défaite. Donc, effectivement, vous ne pouvez que faire un constat assez épouvanté de ça, mais quand vous regardez de près, par exemple, tous les travaux qui sont faits par Laurent Joly, à l'heure actuelle, sur la façon dont la République a basculé dans la dictature, c'est-à-dire ce qui se passe à Vichy le 10 juillet 1940, montre que il y a des récits qui sont des grossissements ou même des distorsions de ce qui s'est produit. Hein. Par exemple, dire que c'est l'Assemblée du Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain, c'est faux. C'est faux. D'abord parce que ce jour-là à Vichy, il y a l'Assemblée et le Sénat, et que le Sénat n'a jamais été Front Populaire. Jamais. Il est aussi conservateur qu'il l'est désormais. Il est fait pour, fabriqué pour. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il n'y a plus les communistes depuis 1939. Ils sont exclus de l'Assemblée nationale. D'accord. Troisième point, il y a ceux qui, comme Jean Zé, Mendes France, sont empêchés de rentrer en France. Et qui vont rapidement être prisonniers de la dictature. Et puis il y en a 80, à 95% de gauche, qui ont dit non. Donc si vous prenez que la Chambre et que vous regardez la proportion, c'est pas la Chambre du Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs. Ça, c'est typiquement un récit faux, et qui a toutes les apparences du vrai. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de faire de l'histoire. Voilà, pour essayer de rendre au récit un peu de véracité, le moins mal possible. Tu n'avais pas fini ta question. Oui, j'avais une autre question, mais qui me paraît aussi évidente que celle à laquelle vous venez de répondre. C'est le fait que les militaires, les dirigeants, les généraux, avaient la malheureuse manière de vouloir penser les problèmes militaires comme ils avaient pensé ceux de 14-18. Et c'est ce que le général de Gaulle a reproché. Hein. Le général de Gaulle, et là aussi, on pourrait dire Bloch, etc. Alors là, c'est une question qui a été beaucoup travaillée, inutile de vous dire. Robert Frank, que j'ai cité tout à l'heure, par exemple, mais dès la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est-à-dire que dès la Seconde Guerre mondiale, le procès d'Orion, qui est fait aux soi-disant responsables de la défaite, Léon Blum, Édouard Daladier, Paul Reynaud, Guy Lachambre, qui était l'homme qui était en charge de la politique militaire du côté du ministère, par ministre, etc., démontre, et c'est d'ailleurs pour ça que le procès d'Orion s'arrête, plutôt que les Allemands arrêtent le procès d'Orion, parce qu'ils disaient à Vichy, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de perdre le procès. Première raison. Deuxième raison, vous voulez démontrer quoi? Qu'il fallait que la France gagne la guerre face à l'Allemagne. C'est pas une politique de collaboration remarquable. Donc il faut que vous arrêtiez ce procès très vite. Vous êtes en train de le perdre, vous êtes en train de perdre le sens même de la collaboration. Non, il ne fallait pas que l'Allemagne perde. Vous avez la chance de vivre dans l'Europe allemande. Donc ce procès d'Orion, les accusés, qui sont remarquables, démontrent que, de fait, la France avait réarmé à partir du Front Populaire, alors que dans les gouvernements où figurent Paul Laval et le maréchal Pétain, là, il y a une baisse des crédits militaires.
Bon, ça c'est l'aspect financement général, mais sur l'aspect stratégique, effectivement, on peut dire qu'il y a une guerre de retard. Alors, ce qui est redoutable, c'est que, d'abord, il y avait la possibilité de penser, effectivement, avec le texte de De Gaulle qui est très connu, le fait que lui-même soit à la tête d'une des 2 divisions blindées que les Français avaient sur le front en 40. Puis la troisième chose aussi, c'est que contrairement aux légendes qui seront celles de l'explication par Vichy de la défaite, et qui sont celles que partagent Gamelin et Weygand pendant la guerre, il n'y a eu aucun problème d'engagement, malgré le pacifisme de la fin des années 30, aucun problème d'engagement des Français dans la guerre, des soldats français à la guerre. L'armée française est celle qui a le plus faible taux de désertion de toutes les armées engagées dans la guerre, soit en 14 ou en 39, malgré l'idéologie pacifiste qui est très forte. Sans doute, et moi qui connais très très bien le syndicat des instituteurs, par exemple, voilà, le pacifisme est très déployé, et que le taux de mortalité jour par jour de la bataille de France est le même que celui de la bataille de Verdun. C'est-à-dire que l'engagement au front, lorsqu'il y a guerre, pendant les combats, il est du même niveau d'intensité que celui des combats de la Première Guerre mondiale, au plus fort des combats. Le nombre de morts, je veux dire. Le nombre de morts et de blessés, certes, ça dure que 6 semaines, mais donc c'est pas une affaire de faiblesse morale. On a récemment eu le chef des corps d'armée qui parlait de faiblesse morale potentielle aussi, tout récemment. C'est pas un problème de faiblesse morale des soldats, c'est pas un problème de pensée tactique mobilisable parce qu'il y avait les moyens de le penser, ni d'armement parce que l'armement est équivalent en 40. C'est un problème de stratégie, enfin d'utilisation et du fait que dans l'armée, ça aussi Bloch insiste, mais dans l'armée, je parle dans l'état-major, chez les officiers de haut rang, il y a l'idée que la France est faible parce que le Front populaire, elle est affaiblie nécessairement parce que moralement, tous ces pacifistes, etc. Donc très tôt, l'idée que la défaite n'est pas due à l'état-major, alors que de fait, il y a un problème de stratégie. Et puis après, il y a la réussite avec des coups de bluff, enfin, de la part de la stratégie militaire hitlérienne aussi, enfin, des façons de faire qui sont des coups de dés qui réussissent aussi. Enfin, il y a beaucoup de contingences dans cette affaire-là. Il n'empêche que la défaite est d'une violence absolue pour le corps politique français. Pensez quand même que dans l'entre-deux-guerres, vous dites, il raisonnait avec une guerre de retard, sauf que l'armée française est considérée jusqu'à 1940 comme la plus puissante armée au monde. Les promotions de West Point américaines, les officiers formateurs américains viennent se former en France, viennent de l'école de guerre dans l'entre-deux-guerres. C'est parce que c'est réputé justement comme la plus forte armée d'infanterie. Pas la marine, mais la plus forte armée d'infanterie. Bon, la marine est très puissante aussi, ceci dire, et qui est un modèle pour les Américains aussi, dans l'entre-deux-guerres. C'était pas si facile que ça à prévoir, évidemment. Après coup, toujours pareil, téléologie, après coup, c'est assez simple. Mais les raisons de la défaite sont assez claires maintenant, oui. C'est un défaut de stratégie clair. Je vous en pose une. Historique peut-être. Vous avez dit que Marc Bloch a d'abord commencé par aller en Angleterre avant de rentrer en France. Donc, comme la plupart de ceux qui ont été évacués de la poche de Dunkerque, voilà. La plupart sont rentrés en France. Leur vie était en France. Et alors pourquoi n'a-t-il pas rejoint De Gaulle? Est-ce qu'il y avait un contentieux entre eux, puisqu'il avait là quelqu'un qui avait quand même pas contribué à l'étrange défaite, c'était un des rares à avoir eu de vision stratégique à la hauteur. Non, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y avait un problème entre eux? Et après, une fois en France, donc il était au franc-tireur, qui n'était pas fatalement pas très gaulliste peut-être. Non, mais pas hostile non plus. Voilà. Non, mais c'est assez simple. Les raisons pour lesquelles ils ne s'engagent pas pour continuer le combat, comme le disait De Gaulle, bon, d'abord, ils étaient peu nombreux, très, très peu nombreux, ceux qui ont d'emblée suivi. Et la plupart du temps, pour les premiers, les gens de l'île de Sein, etc., c'est toute cette geste des tout premiers Français libres. Encore une fois, c'est des gens qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ce critère-là joue. C'est-à-dire qu'en fait, Bloch, qui vient de passer une très grande partie des derniers mois à l'armée, etc., il rentre aussi
pour mettre en sécurité sa famille. Hein. Il est réputé pour être un pater familias, parce que ça vous avez compris. Vous parlez de sa méthode d'écriture, c'est sa femme qui tape, elle est dans le bureau en face, qui tape ses textes dactylographiés, qui fait les recherches pour certaines notes, tout ça. Et comme Pierre Chaunu plus tard, enfin, c'est des fabriques familiales dans lesquelles seul l'homme est crédité. Hein. C'est toute une époque, hein, mais qui est évidemment pas mieux que c'est changé, bien sûr. Mais bon, et donc le revers, enfin l'avers ou le revers, si vous voulez, de cette médaille-là, c'est que par ailleurs, il est très soucieux, et Zé c'est pareil, hein, lorsqu'il écrit de ce que va devenir sa famille. Enfin, donc là, il est en Angleterre, mais c'est la débâcle. Il faut voir ce que c'est que la France de l'été 1940. Donc, que faire de sa famille? Où est-ce qu'on va aller? Comment on va continuer à gagner suffisamment d'argent? 6 enfants, je rappelle. Donc, il va pas laisser sa femme seule avec 6 enfants en France. C'est surtout qu'on ne sait pas encore beaucoup de choses. De fait, l'engagement de Gaulle, il est clair, mais les raisons de le suivre dans cet engagement en juin 40, pour la majorité des Français, c'est d'abord, pour ceux qui ont une famille, c'est d'abord de stabiliser leur présence. Alors, ce qui montre bien d'ailleurs qu'il est absolument pas anti-gaulliste, c'est la suite de son engagement. Non seulement il sera résistant, mais il va faire partie de ceux qui, dans Francs-Tireurs, sont tellement favorables à la réunion sous De Gaulle au sein des mouvements unifiés de résistance, qu'il va être le délégué de Francs-Tireurs pour les Murs. Les Murs, c'est une création gaulliste. Hein. C'est Jean Moulin qui vient unifier la résistance intérieure en créant les mouvements unifiés de résistance. Et donc, si Bloch est le délégué de Francs-Tireurs là-dedans, ça veut dire qu'il est à fond derrière le leadership gaulliste en 43. En 43, bien sûr. Personne n'a encore des questions à poser? C'est qu'il y a un match ce soir. Ouais. Non, mais... Je parlais de ça à cause du Café des Sports tout à l'heure. Bon, non, mais il n'y a pas de match, mais il y a l'opéra au théâtre, il y a le... puis ça va, au cinéma, le théâtre, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui fait qu'on est peut-être moins nombreux. Enfin, alors, on va en rester là, puisqu'il n'y a plus de questions apparemment. Et donc, on vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous. Ça a été passionnant. Et donc, merci, René, et comme d'habitude, vous pourrez retrouver cette conférence en ligne sur le site du GREP, en vidéo. J'ai eu un petit problème tout à l'heure, mais il va manquer les 5 minutes, mais on a enregistré en audio, et donc il y aura une transcription qui sera faite, et donc il y aura le texte de la conférence qui sera relu par Olivier qui va en assurer la validité, et qui sera publié dans un ouvrage, et vous avez pu voir que les livres du GREP étaient à l'entrée de la salle. Je rappelle que ils sont gratuits pour les adhérents et que ils sont quand même pas très chers, hein, 15 € pour le gros et 10 pour le petit. Et vous pouvez y retrouver toutes les conférences, non seulement celle de Saint-Gaudens, mais celle de Toulouse également. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Et merci à vous, bonne soirée et à dans 15 jours. Merci beaucoup. C'est à toi.